Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? On l'entend très bien. Bonjour à tous. Bonjour. Bien, écoutez, je vous souhaite la bienvenue sur notre premier webinaire conférence active de l'Agence de développement touristique d'Ille-et-Vilaine. Donc, merci beaucoup d'avoir fait le choix ce matin d'être parmi nous. De mon côté, je suis Roselyne Rouillard, la directrice, excusez-moi, de l'Agence de développement touristique d'Ille-et-Vilaine. Et j'ai le grand plaisir de lancer ce matin notre première webconférence de tout un cycle des conférences actives, donc à destination des acteurs du tourisme en Ille-et-Vilaine. Et c'est vrai que ce cycle de rencontres, eh bien, c'est un peu le résultat, le fruit de tout un cycle de travail de toute l'équipe de l'Agence de développement touristique qui a, depuis plusieurs semaines, dialogué, énormément écouté vos attentes, vos préoccupations à vous, acteurs du tourisme, en Ille-et-Vilaine principalement. Et sur cette base, toute l'équipe s'est mobilisée pour repérer des sujets opérationnels, concrets, des attentes de tous les jours en vue de préparer cette reprise qui est attendue, sur laquelle chacun est à pied d'œuvre et fait preuve de patience. Et c'est dans ce contexte-là que 6 thèmes ont été retenus. Donc 6 thèmes qu'on lance du coup ce matin avec Mathieu Vado qu'on va vous présenter dans un petit instant. 6 thèmes qui ont vocation à répondre à vos préoccupations concrètes. Donc, c'est vrai que on est dans une situation où on va pouvoir préparer la réponse. Donc, l'idée de ces webconférences, c'est d'avoir repéré un sujet thématique qu'un intervenant vient nous exposer. Et dans ce contexte-là, il est très important de vous proposer un dialogue. Donc, je vais, avant de présenter plus avant Mathieu et puis, introduire le thème d'aujourd'hui, vous faire un petit, résumé des modalités d'échange pour que vous puissiez nous poser vos questions durant toute la matinée. Donc, certains sont très habitués aujourd'hui au webinaire. Donc, vous avez en bas de votre écran un petit chat qui s'appelle Q&R pour questions-réponses. Et on vous invite vivement à tout moment, exprimer votre préoccupation, votre remarque, votre besoin de précision. On a toute une équipe en coulisses qui lira attentivement l'intégralité de vos contributions et avec Mathieu, on y apportera les réponses. Eh bien, à l'oral, lorsque il y a besoin de précisions un petit peu plus épaisses, qui à l'écrit, et là c'est peut-être davantage l'équipe qui pourra prendre la main. Donc, n'hésitez pas, usez et j'allais dire abusez cette interface parce que c'est vraiment la modalité principale par laquelle on va pouvoir rester en contact. Alors, le cycle de webinaire, donc, il démarre aujourd'hui avec le grand plaisir pour moi d'accueillir Mathieu Vado. Bonjour Mathieu et bienvenue. Bonjour à tous. Alors, je vais, avant de vous passer la parole dans quelques petits instants, dire quelques mots pour vous présenter, pour que notre public, nos participants puissent vous repérer, même si je pense que vous êtes déjà très, très connus sur la place du marketing touristique. Donc, justement, c'est votre spécialité. Vous êtes un expert en stratégie marketing appliquée au tourisme, un expert de la commercialisation et puis des médias, des réseaux sociaux. Donc, vous êtes le créateur du cabinet Marketing Tourisme et puis vous êtes également le cofondateur et membre actif de ID Réseau, qui est ce réseau, je vous en remercie d'ailleurs collectivement, qui a accepté d'accompagner l'agence de développement touristique dans la conduite de ce cycle de rencontres. Donc on est très heureux de travailler main dans la main avec ID Réseau pour tout ce cycle. Donc voilà les quelques mots pour vous présenter et puis bien évidemment le sujet que je vais introduire, alors vous en parlerez en détail pendant 1h30 et du coup bien mieux que moi c'est évident, mais voilà j'ai envie de dire pour mettre un petit peu dans le contexte qu'avec cette crise sanitaire, le monde est bousculé dans son intégralité, c'est un tacle pour tout le monde depuis bientôt 1 an maintenant. S'agissant du secteur du tourisme, la percussion
est monumentale, elle est importante et chacun n'a de cesse de s'adapter de sa place, j'ai envie de dire, depuis un an. Donc, quand on est hébergeur, quand on veut commercialiser, donner à voir son équipement, son hébergement touristique, eh bien, il est un lieu qui est le lieu web, le numérique, qui est particulièrement incontournable. Il était sans doute déjà avant, il est vraisemblablement de plus en plus de nos jours. Et du coup, pour bien fonctionner dans cet univers, il y a un tas de codes à acquérir et surtout à faire évoluer au fur et à mesure que les différents acteurs, eux aussi, adaptent leur stratégie et leur manière de faire. Donc, j'ai envie de dire que c'est un petit peu toute cette cartographie-là, Mathieu, que vous allez nous emmener toute la matinée pour pouvoir nous guider, nous donner des points de repère, des retours d'expérience, alors peut-être des bonnes pratiques qu'on aura à cœur de repérer parce que, eh bien, dans ce paysage de la commercialisation, il est bien sûr un certain nombre d'incontournables, ces fameux OTA, vous nous expliquerez tout à l'heure de qui l'on parle. Et donc, on peut se poser la question, voilà, est-ce qu'on fait avec eux et on est captif et on tire le meilleur de cette relation? Est-ce qu'on fait sans eux et on essaye de mettre en vente, de distribuer en direct? Ou est-ce qu'on essaye de construire une voie un petit peu agile avec une diversification de la mise en réseau, une cartographie un peu sur mesure propre à la situation de chacun? Donc voilà, c'est un petit peu le fil conducteur, sauf erreur de ma part, Mathieu, que vous allez nous proposer ce Voilà, matin. c'est ça. Et du coup, voilà, je ne vais pas être plus bavarde de mon côté. Je pense qu'on va faire un petit switch de support de présentation pour vous laisser la main. Et puis, je redis à tout notre public, donc je renouvelle pour les collègues, les personnes, les intervenants qui nous auraient rejoints dans l'intervalle, je renouvelle tous mes remerciements pour votre participation ce matin. Et n'hésitez pas, excusez-moi, vous avez le bouton questions-réponses pour vous exprimer à tout moment et on traitera l'ensemble des prises de parole écrites que vous voudrez bien prendre le temps de partager. Mathieu, si je n'ai rien oublié, c'est à vous. Non, non, c'est super. Merci Roselyne, du coup. Parfait. Alors, je vais du coup effectivement partager mon écran. Il faut juste m'autoriser le partage. Du coup, voilà, je crois que je suis en participant en fait. Du coup, j'ai dit peut-être moi qui ai cliqué sur le mauvais lien. Donc voilà, il faut juste autoriser le partage d'écran aux participants. Voilà. Ok, c'est bon, c'est parfait. Voilà, donc normalement, vous devez voir mon écran, si tout va bien. Tout C'est à fait, bon? on voit très bien, Mathieu. Ok, super. Donc, alors, on y va, hein, sans plus tarder. Donc, la présentation a été faite par Roselyne brillamment. Donc, du coup, on gagne déjà 2 slides. Donc, ça, c'est super. L'idée, c'est de le faire en 2 temps, en fait, avec une approche d'enseignement un petit peu du premier épisode, en fait, avec le premier confinement et l'ouverture, du coup, de la saison estivale, où on a quand même quelques enseignements et on peut en tirer logiquement quelques conséquences. Donc, c'est la première partie rapide. Et après, effectivement, on va essayer de répondre vraiment à la question peut-on repenser sa distribution avec modestement hein, des pistes de réflexion. La situation est hyper compliquée en ce moment. Le marketing, c'est pas de la magie. On peut améliorer un certain nombre de choses, mais quand on est dans une situation comme ça, on peut pas non plus radicalement tout changer, malheureusement. Donc voilà, j'espère juste que ça donnera quand même quelques idées, quelques pistes d'action. C'est voilà, c'est une vision partagée après avec d'autres membres d'Idées Réseau sur les thèmes qui seront évoqués. Voilà, donc l'idée c'est d'essayer voilà, de vous aider dans cette situation-là où du coup, à défaut d'avoir beaucoup de flux touristiques et de clientèle, on a un peu plus de temps aussi pour se concentrer sur les problématiques de fond et les actions qu'on peut mener pour être le plus près possible, le mieux armé possible à la reprise qui, là, logiquement, devrait pas tarder avec les conséquences du vaccin si tout va bien. Voilà. Donc, je vous propose voilà, de commencer. Encore une fois, n'hésitez pas à utiliser à me solliciter, à intervenir du coup par rapport au chat, aux questions-réponses, du coup, pour demander des compléments au fur et à mesure de la présentation. Et puis, pour Anne et Sophie qui sont en coulisses, pareil, n'hésitez pas à intervenir non plus
j'aurais pas l'œil forcément sur le chat forcément en permanence. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre quand il y a des questions. Ça sera plus vivant. Voilà. Donc, l'état des lieux au départ, si on repart avant toute cette situation qu'on connaît, en janvier 2020, on avait une fréquentation des plus grands sites touristiques qui étaient de cet ordre-là, avec un Booking.com qui nous fait 13 millions de visiteurs uniques mensuels en France. Donc, c'est le plus gros site de tourisme, le site le plus visité en France, et qui est en matière de distribution également aussi. On va retrouver après, oui, SNCF, TripAdvisor qui fait plus de trafic que de business, hein, du coup, puisqu'on y va plutôt pour les avis clients, et ouais, Airbnb qui est extrêmement bien placé. C'est juste pour donner les acteurs de tête. Dans le secteur de l'hébergement, de l'hôtellerie, de la location de vacances en particulier, ils ont des places extraordinairement fortes. Ils les ont toujours, mais ils ont été évidemment fragilisés par la crise. Donc, on va en parler rapidement, mais c'était pour faire très simplement l'état des lieux de départ. Et je trouve que, voilà, par le prisme du volume de trafic qu'ils génèrent, hein, ce trafic-là, ils en profitent pour faire des ventes, hein, rassurez-vous. Ça donne un peu le paysage. On a ces deux opérateurs-là qui avaient des profits énormes. On a leur chiffre d'affaires sur 2019 qui était une excellente année pour le tourisme du coup, donc avec un 15 milliards de chiffre d'affaires pour Booking, c'est colossal, hein, c'est monstrueux. Et donc des résultats nets qui est quand même assez confortable aussi. Pour Airbnb, c'est un peu plus discret au niveau des communications, donc on peut estimer un chiffre d'affaires autour de 6 milliards aussi en 2019. On a aussi connu avant la crise du Covid, en fait, la chute d'un symbole, en fait. Hein, donc Thomas Cook qui fait faillite, quoi, quand même. Donc c'est juste la plus vieille entreprise du tourisme qui fait faillite. Et en fait, en présentant ces deux aspects-là, c'est-à-dire d'un côté Booking et Airbnb qui ont la main sur la commercialisation en ligne des hébergements et la faillite de Thomas Cook, on a vraiment deux mondes qui se croisent, quoi. C'est-à-dire que ce modèle-là, qui est très intermédiaire avec les agences de voyage, les tours opérateurs, les réceptifs, donc 4, 5, 6, parfois 6 intermédiaires entre le client et le fournisseur. Ce modèle-là, il est à bout de souffle. Du coup, en tout cas, sur du produit classique ou du tourisme de masse, preuve en est de la chute de Thomas Cook. Je rappelle que ça s'est fait avant le Covid, hein, c'est pas le Covid qui a poussé Thomas Cook à la faillite. Donc, et de l'autre côté, des OTA qui dominent le marché parce que le comportement d'achat fait qu'on utilise Internet massivement et que eux ils ont désintermédié finalement le modèle Thomas Cook, quoi, puisqu'on a un hôtelier, un OTA et un client, quoi. Roselyne, hein, une intervention du coup? Dites-moi si ça va. Non, ça va, ok. N'hésitez pas à me couper la parole, hein, je le prends très très bien, au contraire. Hein. Si on fait un tout petit focus sur les filières, ce qu'on avait avant et ce qu'on risque de retrouver globalement après, mais avec sans doute des changements, c'est ce qu'on va voir. Mais les parts de marché des distributeurs sur l'hôtellerie, Booking pesait en tout cas en 2018 selon The Edge, qui est un système de réservation en ligne qui analyse du coup toutes les résas de beaucoup d'hôtels. Booking pesait 48% du chiffre d'affaires des hôtels en moyenne. C'est juste considérable. On a 20% pour le canal de vente directe et Expedia prend les 20 autres pourcents et après c'est partagé de façon un peu plus homogène. Donc ça c'est quand même voilà, c'est le constat, quoi. Sur les campings, totalement différent les campings. Alors c'est pour ça que ça va être un peu, je vais essayer de jongler, c'est-à-dire que la réalité de la distribution d'un camping et d'un hôtel, ça n'a juste rien à voir en fait. Et donc là, on est sur les hébergeurs, et dans les hébergeurs, on a des campings, on a des hôtels, on a des locations de vacances, des chambres d'hôtes. Donc on va essayer des résidences de touristes. Enfin, je ne vais pas vous passer toutes les catégories, mais du coup, on a au niveau des grandes filières, on a tout ce qui s'apparente à l'hôtellerie et les résidences de tourisme. Donc les résidences de tourisme peuvent être aussi proches de l'hôtellerie de plein air sur certaines pratiques. Tout ce qui est location de vacances et les chambres d'hôtes qui sont soit plutôt côté location de vacances, soit plutôt côté hôtellerie, tout dépend de leur pratique et leur niveau comment dire, je ne vais pas dire de professionnalisme, du côté l'importance du business que ça revêt. Soit c'est du complément d'activité, soit c'est un vrai business. Quand c'est un vrai business, on se rapproche plutôt des pratiques hôtelières.
Donc les campings, ça c'est un point très particulier, c'est qu'ils font en règle générale 70 à 90% de leurs ventes en direct et en ligne, et que le marché aujourd'hui, on peut encore considérer aujourd'hui qu'il n'y a pas d'incontournable d'OTA en fait ou d'intermédiaires incontournables. Par contre, on a encore beaucoup d'acteurs en historique en fait de cette filière-là, avec des acteurs très particuliers comme NWB qui est l'automobile club néerlandais, la DAC pareil pour le marché allemand. Voilà, on a un univers particulier, c'est l'univers de l'hôtellerie de plein air, voilà, qui n'est pas encore prise en main par les géants qu'on connaît comme Booking, Airbnb ou même Expedia, même si je pense qu'il y a une volonté assez assumée de ces OTA-là de s'attaquer à un marché, mais il y a une forte résistance des campings, notamment par rapport à la fédération, d'éviter de tomber dans le piège de la dépendance des OTA. Donc ça, c'est ce qu'on avait aussi avant et ce qu'on a, je pense, toujours maintenant. Au niveau de la location de vacances, ça a énormément évolué. C'est-à-dire on avait une multitude d'annuaires. Peut-être pour certains qui sont derrière leur écran, vous vous souvenez de pourlesvacances.com ou Amivac. Ils existent toujours. Hein, le poids qu'ils ont par rapport aujourd'hui à Airbnb ou à Britel, qui à eux deux se partagent quand même les 3/4 de l'inventaire en France, reste tout petit, tout faible, quoi. Hein. Donc les deux gros opérateurs sont là et il y en a qui faut compter Booking, parce que Booking, il est passé de 10% de chiffre d'affaires en 2018 sur la vente de location de vacances à 40% cet été. Donc, attention, Booking, il attaque très, très, très sérieusement le marché de la location de vacances, qui est aussi une contrainte pour les hôteliers, puisqu'ils se retrouvent avec une concurrence beaucoup plus forte sur Booking qu'ils n'avaient pas avant, en fait, du coup. Voilà, et Airbnb vend de l'hôtellerie, donc du coup, voilà, je pense qu'on a un match là entre Booking et Airbnb, c'est parti à peu près comme ça. Donc voilà, ça c'était le paysage avant, normal, quand on pouvait partir tranquillement en vacances sans contrainte. Et puis, bah, voilà, tout s'arrête net avec le Covid. Donc là, on a licenciement massif chez Booking et Airbnb. Ils se séparent immédiatement de 25% de leur effectif. Airbnb a une pratique aussi très centrée client, donc je pense qu'on peut noter comment dire, les propriétaires ont râlé, mais côté client, ils ont été très, très clean. C'est-à-dire qu'ils ont immédiatement remboursé tous les clients, quelles que soient les conditions d'annulation. Le fameux avaloir qu'on a eu en décret, du coup, pendant la première période, en tout cas, de confinement, ils n'ont juste pas respecté, hein, du coup. Enfin, voilà, donc, ça a un peu râlé. N'empêche qu'ils ont vraiment privilégié la relation client. Donc, je pense que c'est un enseignement quand même, malgré tout. Et puis globalement, voilà, je ne vais pas passer 2 heures là-dessus, c'est le passé, mais il y a des enseignements à prendre quand même, c'est que tous les acteurs se sont adaptés à une vitesse assez rapide en fait du coup, au niveau des protocoles sanitaires qui ont été mis en place, au niveau des mesures de distanciation sociale, la manière de communiquer aussi, tout ça qui a été quand même rapide aussi globalement. Alors, il y a ceux qui peut-être sont passés à côté. La plupart des opérateurs se sont quand même super bien adaptés à ça. C'était les problématiques majeures hein, quand on était en avril, mars-avril. Enfin voilà, c'est comment on va appliquer le truc. Enfin voilà. Donc, ça s'est plutôt bien fait. On a vu aussi quelques exemples de ce qu'on avait pu voir pendant le confinement. Le Club Med, par exemple, qui était juste à l'arrêt complet. Hein, le gros des clubs, en plus, est à l'étranger. Donc, voilà, c'est des grosses structures. Évidemment, ils ne pouvaient pas ouvrir. Ils ont été pourtant très actifs sur la communication avec pas mal un site dédié pour occuper les parents quand on était confinés. Donc, parents d'un jour, JO toujours. Non, c'est l'inverse. C'est parents toujours et JO d'un jour. Avec tous les codes en fait. Donc voilà, c'était plutôt bien fait. Brit Hotel qui a été très habile aussi sur la communication avec voilà, en s'appropriant l'actualité à sa communication et à un ton un petit peu légèrement décalé. Donc la distanciation tarifaire, j'ai beaucoup aimé ça du coup. Donc voilà, des communications intéressantes. Des hôteliers, là c'est un hôtelier, mais des structures d'hébergement qui ont aussi repensé leur production d'offres avec un week-end déconfinement sur un hôtel, le domaine de la Corniche qui est près de Giverny en fait, qui avait vraiment vraiment pensé pour en fait des Parisiens, du coup, donc vraiment de la proximité avec, j'achète pas juste une nuit, là, j'achète une expérience, je vais acheter un moment de détente, voilà, donc le week-end déconfinement avec plein d'offres à l'intérieur, beaucoup de choses, enfin,
la mise à disposition de vélos, des roadbooks pour découvrir les alentours, un accès au spa, enfin, etc., avec une forme de forfait, en fait, quelque part, mais vraiment pensé et en lien avec la situation. Donc, ça, enfin, voilà, il y a eu j'ai envie de dire, de la réaction, de l'innovation, je dirais peut-être pas jusque-là, mais en tout cas de l'adaptabilité, quoi. Et puis, évidemment, de la souplesse sur les conditions d'annulation et une forte communication, c'était juste un préalable, voilà, et ça l'est toujours, hein, je pense. Et puis, il y a eu le déconfinement. Alors, le déconfinement, c'est intéressant parce qu'il y a eu vraiment, comme si c'était rien passé, d'une certaine, enfin, voilà, il y a un petit côté, c'était la fête. Euh, et, euh, et après, la réalité est revenue, quoi. Mais du coup, ça donne un certain nombre d'enseignements. On a l'activité hôtelière qui a repris. Alors évidemment, ce qui était perdu est perdu et ça n'a pas repris au même niveau, en tout cas en moyenne et en global, comme ça aurait pu reprendre. Alors la situation elle est très contrastée sur l'hôtellerie si on prend que la saison d'été. Évidemment, on a sur Paris pas du tout la même vision que sur le littoral ou à la campagne. Évidemment, je vais aller un peu vite. Vous aurez ce support-là, donc c'est pas les éléments les plus importants sont pas là. C'est juste pour expliquer les enseignements en fait qu'on peut en tirer. Mais globalement, on a été sauvé par notre clientèle domestique. Il y a eu un taux d'occupation en moyenne sur les hôtels cet été de 55%, alors qu'en Italie, on était à 35%, en Espagne, il était à 29%. Donc, heureusement qu'on avait ce marché domestique français, heureusement que beaucoup de Français ont l'habitude de partir en vacances, heureusement qu'on a pu compter là-dessus, parce que pour une bonne partie, en tout cas, des hôteliers qui travaillent beaucoup l'été avec de la saison, avec de l'individuel loisir, entre guillemets, ils ont pu, j'allais dire, recharger un peu, je veux dire, les batteries et surtout le compte de résultats. Évidemment, quand on est que sur du tourisme d'affaires, il n'y a pas de solution, c'est extrêmement compliqué et ça le reste encore pour quelques mois malheureusement. Donc voilà, mais il y a une situation, en fait, ça n'a pas été aussi pire que ce qu'on aurait pu penser. Et aujourd'hui, on continue de s'adapter avec, je reprends Brit Hotel parce que je trouve vraiment très bon en fait sur leur communication. Donc là, c'est la page d'accueil du site, là, en ce moment, du coup, avec tous les éléments de rassurance sur le côté sanitaire et le fait de dire on est ouvert, quoi. Enfin, voilà, on est ouvert et c'est clean, quoi. Vous pouvez venir, c'est clean au sens sanitaire du terme, quoi. Donc tout le monde s'adapte. Un Booking également, le premier filtre qu'on retrouve aujourd'hui sur Booking, c'est le filtre santé et sécurité. Avec une mise en avant aussi de tout ce qui est mis en place pour chaque établissement dans sa fiche produit, comme on le voit à l'écran. Donc ça, c'est quand même un point intéressant. Si on regarde l'hôtellerie de plein air aussi rapidement, l'hôtellerie de plein air, on peut considérer que le pire a été évité également. Enfin, peut-être davantage d'ailleurs que dans l'hôtellerie, puisque c'est plus saisonnier aussi. Donc là, vous avez C'est Ouvert, qui est le moteur de réservation référent, on va dire, dans l'hôtellerie de plein air, qui a fait un baromètre, en fait, qui nous a montré, en fait, l'évolution, en fait, du chiffre d'affaires mensuel 2019 versus 2020. On voit bien les pertes qu'il y a eu, mais ça s'est finalement, en chiffre d'affaires cumulé, hein, d'ailleurs, hein, ça s'est quand même un peu rattrapé. Ça s'est quand même un peu rattrapé. Après, il y a des disparités, évidemment, géographiques. Globalement, si vous regardez la carte de France à droite, qui est du chiffre d'affaires cumulé en fait depuis octobre 2019 jusqu'au 5 juillet 2020, jusqu'à la fin de la saison d'été, globalement pour la Bretagne, c'était même plutôt favorable, hein, plus 3, non plus 3 ou moins 3, non, oui c'est plus 3%. Non, moins 3%. Non, pardon, c'est moins 3%, ça aurait été en vert sinon. Moins 3%, mais enfin, c'était incomparable avec ce qu'on aurait pu imaginer. Je rappelle que les campings, en plus, ils ont eu l'information, vous pouvez ouvrir 4 jours avant le fait de pouvoir ouvrir. C'était quand même géré un peu. Bon, enfin bref. Alors, heureusement, ils s'étaient préparés, et voilà. Ce qui a fait mal, en fait, c'est l'arrière-saison, parce qu'après, quelque part, on a presque reconfiné. Ça s'est arrêté, les mesures sont retombées. Et là, effectivement, le mois d'octobre, sur lequel on peut compter parfois dans certains cas, là, on n'a pas pu compter dessus du tout. Mais le pire, globalement, a été évité grâce à la clientèle française, encore une fois. Voilà. Et pour les locations de vacances, en fait, il y a une très forte réactivité du marché, en fait, notamment avec les OTA.
Alors là, moi, j'ai les chiffres d'Airbnb globalement, mais immédiatement après les annonces du Premier ministre le 14 mai, boom des réservations, et boom des réservations sur des secteurs pas forcément habituels, en fait. C'est-à-dire qu'on était plutôt, le premier, c'est Brive-les-Bains. On va retrouver voilà, des Saint-Martin-Vésubie, Ouessant. Donc, oui, on n'est pas sur des spots comme on est habitué, en fait, en règle générale. Donc, il y a vraiment un fléchage sur la campagne, globalement, l'arrière-pays. Enfin, voilà. C'était extrêmement rapide et très réactif, en fait, à l'actualité. Et donc, du enseignement pour Airbnb en tout cas, cet été, c'était, je prends Airbnb parce que c'est lui qui est le plus gros vendeur, en fait, hein, globalement, des locations de vacances. Et du coup, enfin, voilà, je trouve que c'est assez représentatif. Ils ont vu cette année, du coup, beaucoup de voyageurs qui sont partis en vacances à moins de 150 km, beaucoup plus que d'habitude, en tout cas. Et sur des séjours plus longs. Voilà. C'est l'enseignement aussi. On a vu revenir des séjours de 2 semaines, 3 semaines. Moi, j'avais coutume de dire qu'il n'y avait que les Hollandais qui partaient 3 semaines en vacances. Ben, je ne le dis plus, en fait, maintenant, parce que, en fait, non. Les Français aussi ont repris finalement cette tendance-là. Alors, est-ce que c'est conjoncturel, ça a lié à ce qu'on a vécu, le confinement, etc., le besoin de se retrouver, puis de dire, ah, je bloque 3 semaines et je veux juste, voilà. Peut-être, mais peut-être que ça va rester aussi. Voilà. Et donc là, la home aujourd'hui d'Airbnb, c'est celle-là, voyager local. Et donc du coup, je rappelle, Airbnb, dans les chiffres, c'était 50% de clientèle étrangère, 50% de clientèle française la plupart du temps pour les loueurs dessus. Là, une home comme ça, alors il s'adapte aussi, mais voyager local. Donc, alors attention aussi, et là on va y venir du coup, et ça me fait glisser un petit peu sur le sujet d'après, c'est que l'OTA, son job, et là pourquoi il est très intéressant souvent, c'est qu'il amène des clientèles qu'on a du mal à obtenir par soi-même. Si c'est pour nous donner des clientèles qu'on peut aller chercher par soi-même, alors là, on va se poser des questions. Bon, après, la réalité, quand on a une location de vacances et qu'on fait face à un marché où il y a sur sa destination 2000, 3000 annonces sur Airbnb, tout seul avec son site internet, on va avoir un petit peu du mal. C'est pas la même réalité pour un camping où sur la même destination, il va y en avoir 5 ou 6 des campings qui sont dans des gammes potentiellement différents, avec des positionnements différents, et du coup, là, on peut s'en sortir beaucoup plus facilement tout seul par soi-même. Et pour les hôtels, on va dire, hôtels, résidences, les plus grosses structures, on va se retrouver dans un schéma un peu intermédiaire. Donc, repenser cette distribution, sans doute. Après, est-ce qu'il faut ne pas bosser avec les OTA, les gros qu'on connaît? Je suis pas sûr, quoi. Voilà, en tout cas, la home d'Airbnb actuellement, c'est celle-là. Et donc, je l'ai fait depuis chez moi. Je suis basé à Montpellier et il me dit que Marseille est à 2h05, que Cassis est à 3h, que Nice est à 4h30 et qu'Aix-en-Provence est à 2h30. D'ailleurs, en Provence, c'est un peu plus près que ça, c'est un peu trouvé. Voilà, donc ils sont vraiment d'une approche d'aller chercher de la clientèle locale, de proximité. En tout cas. Voilà. Alors, les enseignements de cette crise, moi, je vais vous donner mon avis, puis je vais vous passer la parole, et puis je regarderai du coup à ce moment-là rapidement le chat. Je commence par moi, c'est juste pour qu'on gagne du temps, parce que du coup, comme ça, si vous pensez la même chose que moi, tant mieux, du coup, on n'a pas besoin de discuter, mais du coup, vous pouvez surtout apporter des compléments. L'enseignement, c'est que rassurer et prouver qu'on est irréprochable sur les aspects sanitaires, c'est juste une nécessité. Et tant qu'on est toujours dans ce contexte-là, ça sera la première des nécessités. On l'a vu sur Brit Hotel, on l'a vu sur la home de Booking, on l'a vu voilà, on le voit partout. Donc là, je comprends que ça gonfle tout le monde et qu'on n'en puisse plus. N'empêche que le client, en phase de réservation, il est hyper sensible à ça. Il y a même une distorsion, en fait, parce qu'il est hyper sensible à ça avant de sortir la carte bleue. Et une fois qu'il a sorti, il s'en fout un petit peu. C'est un peu la réalité. Mais n'empêche que si on veut qu'il sorte la carte bleue, il faut le détendre là-dessus, quoi. Donc ça, c'est voilà, absolument incontournable. Après, la dépendance aux clientèles étrangères peut coûter cher en période de crise. Ça, c'est vraiment l'enseignement de la crise. Alors, si on travaille sur de la clientèle affaires, business, MICE, voilà, forcément, la plupart de l'hôtellerie fonctionne. Grosse partie de clientèle affaires, c'est juste, voilà, c'est juste pas de chance. Alors, on peut se repositionner sur du loisir, mais enfin, il y a un moment quand on est dans une zone d'activité ou à côté du Palais des Congrès et qu'on a toujours fonctionné comme ça, c'est bien gentil de dire faut se réinventer, il faut se repositionner, mais enfin, voilà, on est un peu aussi dans une impasse, faut être honnête. C'est pas forcément le cas de tous, mais voilà, je pense beaucoup à des destinations aussi comme Cannes, par exemple, qui sont juste sur du MICE à l'international. Donc là, c'est juste
la grosse impasse, en fait. C'est-à-dire, OK, je me repositionne, mais c'est pas facile. Pour autant, après, on a quand même des choix. On n'est pas obligé d'être dépendant de la clientèle internationale non plus. Donc voilà, ça veut dire que là, il y a un moment, le mix des clientèles, il est hyper important parce que là, ça fait mal. Donc savoir s'adapter en permanence à ce qui bouge, communiquer sur le fait que l'on s'adapte aussi. Donc c'est d'avoir je m'adapte, et deux, je communique sur le fait que je m'adapte. Voilà, c'est pas juste je m'adapte sans communiquer. Les deux vont vraiment ensemble en fait. Et le site web et l'espace, à mon avis, de communication le plus important et et qui doit être le plus réactif, avec son pendant qui est la fiche Google My Business et ce que permet de faire Google dessus. Continuer aussi à faire le lien, même quand on est fermé administrativement, ça, on a eu des beaux enseignements, notamment du Club Med, mais pas que, de plein d'opérateurs. Ça, je pense que c'est important pour la reprise, en fait, parce qu'on on peut marquer les esprits sans faire des ventes, en fait. Et ça, c'est un point important. La vente en ligne, en direct sur son site, avec des tarifs et des conditions d'annulation souples. Donc, avec des tarifs, c'est les meilleurs tarifs. C'est une nécessité. C'est plus juste un avantage ou en plus, c'est vraiment une nécessité. Et après, je pense que porter attention à de l'intérêt, en tout cas, à son environnement local, faire partie de son environnement local, être reconnu dans son environnement local est un élément important. Je pense que pour certains, ça avait été complètement oublié, principalement dans l'hébergement. Voilà, faut pas perdre de vue que ce sont les locaux qui recommandent et que ce sont les clientèles de proximité qui consomment de l'hébergement aussi. Et si on est inconnu dans son environnement, si c'est un truc lointain, on ne sait pas ce que c'est, alors on aura peu de possibilités de le recommander. Imaginez que vous habitez Saint-Malo, vous connaissez très bien l'hôtelier, vous êtes allé même dans un hôtel, même sans y avoir résidé, du coup, parce que je sais pas, il y avait une réception, il y avait un truc, vous y êtes allé, vous le connaissez. C'est celui-là que vous allez recommander parce que vous le connaissez en fait. Et voilà, la famille, les amis, le bouche à oreille, on sait que c'est quand même, ça reste, ok, il y a Google et il y a les OTA, mais le bouche à oreille reste un levier quand même important encore dans la prescription d'hôtel. Donc si vous voulez être prescrit, il faut être connu et il faut être, comment dire, apprécié de la clientèle, de la population locale, quoi, et des acteurs locaux. Et si on fait rien pour, il se passe rien, c'est sûr. Voilà. Donc ça, je pense que là, il y a un enseignement. Et puis donner du sens à ce qu'on fait, de l'éthique, de la solidarité, de la durabilité. On a vu des positionnements. On a deux concepts hôteliers qui sont très en vogue et dont on parle beaucoup généralement, qui sont Oco-Hôtel Oco-Hôtel, je vais pas mettre d'un côté et de l'autre, mais Oco-Hôtel et Mama Shelter, qui sont des concepts qui fonctionnent très très bien en fait sur l'hôtellerie. Si on prend ces deux-là, il y en a un qui a été très bon pendant le confinement, Oco-Hôtel, ils ont accueilli les soignants, ils ont communiqué dessus, ils ont été vraiment dans de la solidarité, etc. Et un autre qui était totalement absent, Mama Shelter. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce qu'il en reste après? En tout cas pour moi qui suis potentiellement consommateur des deux, c'est très clair, quoi. Voilà. Donc ça c'est aussi, je pense, un enseignement. Et donc du coup, je vous pose la question. Quels sont pour vous les enseignements de la crise? Du coup, je vais me mettre sur le chat pour voir s'il y a des questions ou si juste peut-être vous partagez ça rapidement. Enfin, voilà. On n'a pas beaucoup de temps, donc on va pas rester 2 heures comme ça. Mais du coup, si vous avez des compléments d'information, n'hésitez surtout pas. Si pour vous la crise, elle a été, en tout cas, la crise, on est toujours dedans, mais en tout cas, la première version, en tout cas, qu'on a vécu avec un déconfinement et puis finalement une forme de reconfinement aussi, du coup. Voilà. Qu'est-ce que ça a apporté pour vous? Quels sont les enseignements? Si vous voulez, si vous voulez pas. Ah, peut-être que je regarde pas au bon endroit. C'est peut-être dans nos conversations aussi. Non, ça va, du coup? Vous êtes... Bon, écoutez, je vais poursuivre, du coup. N'hésitez pas, même si ça revient ensuite. Tout va bien, nous dit Karine. Donc, merci. merci de pas me laisser tout seul comme ça. Voilà, je sentais le courant d'air, là, c'était pas très, très, très agréable.
Merci Karine. Ok, bah, si tout va bien, je poursuis. Euh, donc là, l'idée, et c'est peut-être ça qui vous intéresse le plus, donc je suis peut-être à la limite, j'étais un peu long pour l'introduction, mais je pense qu'il faut faire attention à pas. Enfin, il faut aller dans l'opérationnel vite, mais il faut tirer des enseignements, je pense, du coup, de ce qui s'est passé. Alors, faut-il repenser complètement sa manière de travailler avec les OTA et globalement repenser complètement sa distribution? Un peu le sujet du webinaire. Je sais pas, mais en tout cas, c'est le moment d'essayer. Voilà. Je vous ai pris là un article qui était sur le blog Skift. Euh, je vous recommande d'ailleurs. Permet de travailler l'anglais aussi en même temps. Et on a un peu les coulisses des OTA, puisque c'est un blog américain. Je pense qu'ils sont dans la Silicon Valley ou là par là. Et du coup, il y a beaucoup le dessous des cartes, un petit peu de ce qui se joue, voilà, dans la distribution, notamment dans la distribution mondiale, on va dire, du tourisme. C'est toujours intéressant. Et cette interview du boss d'Expedia qui disait qu'il allait profiter finalement de cette crise pour remettre complètement à plat tout son marketing parce que globalement, il était obligé de repartir à zéro, quoi. Voilà. Et donc, c'est le cas pour Expedia, mais finalement, c'est potentiellement un peu le cas pour tout le monde, quoi. Donc oui, c'est le moment d'essayer. Après, on va voir que la crise, elle n'a pas complètement rebattu les cartes non plus, même si la vente directe gagne du terrain. Donc ça, c'est une information sûrement que vous êtes hôtelier, vous l'avez entendu, puisqu'il a quand même bien tourné. Pour la première fois depuis je sais pas combien de temps, les ventes en direct progressent au profit des OTA. Donc là, on le voit, en 2020, il y a 28% de ventes en direct et alors qu'en 2017, on était à 18 et contre 52 pour Booking, 17 pour Expedia. Euh, oui, il y a quand même un contexte aussi qui l'explique, c'est-à-dire qu'en l'absence de clientèle internationale, quasiment, forcément, les clientèles françaises ont plus tendance à réserver en direct que les clientèles internationales. Donc, je suis pas, je pense que c'est plus un effet mécanique personnellement moi qu'une vraie tendance de fond, mais je fais un peu le rabat-joie là quand c'est comme ça. Donc voilà, admettons que ce soit enfin en tout cas la notion des circuits courts, en tout cas sur les clientèles françaises, que ce soit pour l'alimentaire et du coup ça peut s'appliquer également au tourisme. Il y a eu un effet, je pense, au niveau de la crise qu'on a traversée. Donc espérons que ça dure. Voilà. Après, honnêtement, on a les chiffres qu'on a vus juste après le 14 mai sur Airbnb, l'explosion totale dès lors que c'est ouvert de pouvoir réserver. Et donc, du coup, je, je le nuancerai quand même. Je pense pas que ce soit un truc, ça va pas révolutionner. Pour autant, les OTA ont souffert. Euh, et forcément, peut-être certains, je pense pas Booking, parce qu'il avait telle trésorerie, à mon avis, qu'il va revenir à peu près pareil qu'avant. Airbnb, je pense aussi. Des groupes comme Expedia, ils sont un peu plus fragilisés, c'est-à-dire que voilà, ils n'étaient pas non plus dans une situation financière fabuleuse. Donc voilà, à voir, quoi. Du coup, il est possible qu'il y ait des choses qui changent. Voilà. Donc oui, repenser sa distribution, être organisé autour de ces ces trois thèmes, pardon. De mon point de vue, je pense qu'il faut continuer à être présent sur les OTA, sauf si aujourd'hui on n'en avait pas besoin, donc ça dépend à qui je m'adresse. Hein, un camping qui n'est pas sur les OTA classiques, Booking, et Airbnb notamment, évidemment, évidemment faut qu'il continue. Hein, c'est pas maintenant qu'il faut y aller. Alors j'ai une question du coup de Valérie. L'effet différence de prix est également très important. Les clients cherchent sur Booking et contactent en direct, d'où l'intérêt d'avoir un site performant. Absolument. Ouais. C'est un des avantages des OTA, d'être présent sur les OTA, c'est qu'en étant présent sur les OTA, on développe aussi son canal de vente direct. C'est ce qu'on appelle l'effet billboard. Ça paraît paradoxal quand on demande comme ça, mais en fait, c'est tout à fait logique. Ils ne vous connaissent pas, ils vous trouvent sur les OTA, ils ont besoin d'informations différentes ou tout simplement, ils ont envie d'aller checker si en direct, effectivement, les prix sont moins chers et du coup, ils réservent en direct comme ça. Voilà. C'est à utiliser avec, malgré tout, un peu de précaution puisque il y a un classement par défaut sur Booking et encore pire sur Airbnb, ce qui a encore plus d'offres.
et que si on fait pas de vente chez eux, alors à ce moment-là, on va baisser dans le classement et donc du coup, on n'aura plus cette visibilité qui nous permet de développer des ventes en direct. Donc c'est vraiment très subtil cet aspect-là. Il faut ménager un peu les deux. C'est-à-dire qu'il faut être conciliant quand même un peu avec l'OTA, il faut qu'il gagne sa vie avec vous et en même temps, vous devez garantir que sur votre canal de vente direct, les meilleures conditions sont là. Donc c'est assez subtil, j'avoue. Mais bon, c'est une question de stratégie, de prix et de conditions. Et également, effectivement, de quelque part de marketing, dans le sens où la qualité du site web va aussi être extrêmement importante. Alors, n'avez-vous pas entendu parler du parc amoindri du nombre de lots Airbnb des propriétaires? Bah si, en ce moment, bien sûr, si, ouais, bien sûr, bien sûr. Particulièrement sur les centres urbains. C'est-à-dire qu'à Paris, là, aujourd'hui, vous cherchez un logement, une location, vous en trouvez plein, alors qu'avant, il n'y en avait pas. Donc, il y a bien un effet, effectivement. Parce que, justement, on a perdu en... Enfin, c'est tout le marché qui est à l'arrêt, globalement, du tourisme. Hein. Mais enfin, c'est conjoncturel. Ça va forcément revenir et du coup, les lots sur Airbnb en partie reviendront. Je pense qu'il y en a peut-être une partie qui... Il y aura de l'inertie, c'est certain. Il y a un changement de modèle également sur Airbnb qui est en cours. Alors, ils y vont doucement, c'est pas trop, mais modèle économique, ça devrait être 14% de commission et plus de frais de service côté client. Alors qu'aujourd'hui, on a 3% de commission pour l'hébergeur et des frais de service de l'ordre de 12 à 15%. Donc, ouais, c'est sûr que ça va aussi changer la donne. Donc, il est probable qu'ils aient peut-être moins d'offres à l'avenir Airbnb. Bon, on verra. Je sais pas. D'accord, ok, c'est noté, Dominique. Donc, continuer à être présent, multiplier les canaux de distribution, peut-être pour toucher d'autres clientèles et notamment les clientèles françaises, donc on va faire un petit focus là-dessus. Et puis, toute la dynamique aussi d'action pour rééquilibrer son canal de vente direct versus OTA, donc en gros pour augmenter ses ventes en direct, euh, avec pour moi 3 points clés importants. Il y en a d'autres hein, évidemment, mais c'est vraiment favoriser son canal de vente direct, donc ça veut dire travailler sur son site internet. En fait, c'est vraiment le premier point. Travailler sa relation client et après effectivement travailler son marketing de conquête. Donc c'est toutes les actions pour conquérir des nouvelles clientèles, notamment les actions e-marketing. Du coup, qu'on verra rapidement la succinctement parce que potentiellement il peut y en avoir beaucoup. Mais on va se concentrer sur les 2 premiers points donc de favoriser son canal de vente direct et sa relation client. Donc, continuer à être présent sur les OTA. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Évidemment, le pour, bah, c'est des nouveaux clients, enfin, c'est de la performance commerciale globalement, c'est l'effet billboard dont parlait, alors j'ai perdu la première remarque que j'avais eue du coup. Je suis désolé, j'ai oublié votre... le nom de la personne qui m'avait posé la question. J'ai une espèce de mémoire de poisson rouge en ce moment. En tout cas, c'est l'effet billboard. C'est effectivement en étant présent sur les OTA, effectivement, je gagne en visibilité, je gagne potentiellement des ventes en direct. Après, le compte, bah, c'est le poids des commissions, c'est la dépendance commerciale aussi dans certains cas, notamment sur l'hôtellerie où Booking est extrêmement puissant. C'est le brandjacking. Donc, brandjacking, c'est le fait d'acheter le nom. Enfin, c'est le fait de s'accaparer pour un OTA. Il prend votre marque en fait, hein, concrètement, sur Internet. Vous voyez le carjacking, hein, on prend votre voiture sans votre consentement. Là, c'est un peu le même principe, mais avec le nom de votre entreprise sur Internet. Donc, c'est Google qui achète, c'est Booking qui achète sur Google le nom de votre hôtel et qui passe devant vous systématiquement sur toutes les requêtes qui vous concernent. Voilà. Donc oui, ça fait partie du jeu, en tout cas avec Booking, c'est le jeu. Et puis voilà, vous les connaissez ces inconvénients-là. Après, c'est à peser, quoi. Voilà, à vous de voir, effectivement. Et bon, si on a un hôtel, je pense qu'il y a pas trop de débat. C'est-à-dire que vous devez continuer à être présent sur les OTA. La question n'est pas là. La question est comment je gère justement mon canal de vente direct pour équilibrer tout ça. Un camping qui se débrouille bien en direct et qui n'en a pas forcément besoin, il a plutôt intérêt à pas y aller.
Une location de vacances, je vois pas aujourd'hui comment elle pourrait se passer de ces opérateurs-là pour faire du business du coup, mais bon, peut-être je peux me tromper. Voilà, donc ça dépend quand même, hein, mais à vous d'évaluer voilà, les bénéfices et les risques de ce type de collaboration avec ces opérateurs-là. Ce qui peut, en revanche, c'est effectivement de continuer à jouer le jeu un petit peu avec les OTA de façon habile. On va faire le lien aussi avec le canal de vente direct après. Et d'essayer aussi de multiplier, de tenter en fait des nouveaux canaux de distribution que vous n'avez pas forcément tenté pour multiplier les canaux, toucher d'autres cibles, et notamment des cibles françaises ou des cibles qui sont sur des créneaux spécifiques, qui peuvent être aussi sur le marché français d'ailleurs. Donc j'en ai listé un certain nombre, pas faire un focus sur forcément tout ça, mais on voit par exemple pour tous les gîtes de France a quand même a fait une très belle saison 2020 en fait, hein, du coup, et touche une clientèle aussi voilà, différente. On a Le Bon Coin aussi qui a lancé un dispositif spécifique pour les hôtels. On a Abracadaroom qui est vraiment le site référent sur l'hébergement insolite. Emmène ton chien qui, comme son nom l'indique, travaille référence en tout cas l'offre d'hébergement dog friendly, on va dire. Grand Gîte, c'est pour les gîtes de grande capacité. Mr BNB, c'est la forme de Airbnb, mais pour la cible LGBT. Cool Camping, on est vraiment sur une approche développement durable, etc. au niveau du camping. Va au vert également, ça référence, c'est une jeune start-up qui référence les hébergements éco-responsables. Ouais, pourquoi pas? J'ai envie de dire, il faut diversifier ses canaux de distribution comme il faut diversifier ses cibles de clientèle. Donc, après, il faut que ça corresponde évidemment à l'offre que vous avez à proposer. Je peux parler de Staycation aussi. Je ne sais pas s'ils sont encore, ils se développent petit à petit en fait dans les villes. Je ne sais pas s'ils sont présents en Bretagne. Staycation est un site qui va s'adresser, par exemple, donc on est plutôt sur de l'hôtellerie ou en tout cas de l'hébergement plutôt haut de gamme. Ça va être le Rennais qui va partir dans un hôtel 4 étoiles, qui va se faire un petit séjour, un petit week-end ou juste une nuit dans un hôtel 4 étoiles de sa propre ville, voilà. Par exemple, ou juste en proximité. Donc, et ça fonctionne super bien, paradoxalement. Voilà, on pourrait se dire, voilà. Donc, Staycation, c'est un concept, mais c'est aussi un site internet qui développe cet aspect-là. Voilà. Donc, juste quelques points sur les opérateurs qui sont là, qui sont vraiment des challengers, hein, aux gros OTA. C'est pas eux qui vont vous apporter 40% du chiffre d'affaires comme le fait Booking, clairement. Pour autant, ils peuvent apporter un chiffre d'affaires intéressant, toucher une autre clientèle que vous allez aussi pouvoir fidéliser et fidéliser en direct aussi, du coup. Donc, Le Bon Coin Hôtel, donc en gros, c'est la division hôtel du Bon Coin, c'est nouveau en fait, hein, du coup, je ne sais pas si vous êtes au courant. Il est particulier sur le marché de la distribution hôtelière parce qu'en fait, il ne fonctionne pas comme un OTA qui va vendre les chambres d'un hôtel. Il va plutôt fonctionner comme un métamoteur, comme un comparateur de prix. C'est-à-dire qu'il travaille avec une solution, la solution technologique Pilgo en fait, qui est derrière, qui a fait une interconnexion en fait entre donc Pilgo, le système du Bon Coin maintenant, et les systèmes de réservation ou les channel managers des plus grandes chaînes hôtelières, de Réservite, Avelpro, enfin D-Age, Synexi, etc., etc., qui sont connectés et qui permettent du coup à un hôtel de finalement à peu près rien changer à sa vie. Hein, du coup, il continue de se vendre, voilà, et il est juste commercialisé en même temps sur le Bon Coin, sur les stocks temps réel qu'il a, puisqu'en fait, les ventes sont des ventes en direct, en fait. Le client est redirigé sur l'interface de vente du Kyriad Prestige de Saint-Malo, si je clique sur le bouton réservé. In fine, je vais finaliser la vente sur son moteur de réservation. Le Bon Coin trace les ventes. Le Bon Coin prend une commission d'apport d'affaires de 10%. Et voilà. Et par contre, vous conservez la relation client. C'est vous qui faites la vente, en fait. Donc, ça c'est très particulier sur Booking. C'est Booking qui fait la vente. C'est lui qui a la relation client. C'est pas vous. Là, par contre, c'est un peu différent. Voilà.
Donc ça, c'est voilà, le bon coin. Ça peut être, en tout cas, c'est assez facile de jouer le jeu. Aujourd'hui, bon, voilà, il fait pas grand-chose, hein, je pense, sur le secteur de l'hôtellerie en business. Bon, mais pour autant, c'est le bon coin. C'est un des premiers sites les plus consultés en France, alors, pour plein d'autres raisons, et a priori pas spécialement pour l'hôtellerie. Mais c'est quand même 28 millions de visiteurs uniques mensuels, c'est quand même énorme. Et, et, et on le voit sur la partie location de vacances. Pour les locations de vacances, par contre, il a pris une place à part, forte. C'est un vrai acteur de la distribution des locations de vacances, le Bon Coin. On ne sait pas. Voilà, donc pourquoi pas. La question, est-ce que les campings sont disponibles sur le Bon Coin? Alors, bah, pas sur le Bon Coin Hôtel, en tout cas pas à ma connaissance, enfin, sinon il va falloir qu'il l'appelle autrement. Par contre, on peut évidemment faire des annonces, mais aujourd'hui, c'est pas efficient pour les campings. Ça fonctionne bien pour les locations de vacances. Pour les chambres d'hôtes, il y a une partie aussi, ça fonctionne pas terrible. Et pour les hôtels, c'est neuf. Et c'est un système un petit peu différent des autres, du coup, puisque là, on est sur de la dispo, finalement, temps réel. Alors que pour les locations de vacances, globalement, on a un planning de disponibilité qu'il faut tenir à jour et on peut comment dire, encaisser en ligne des acomptes de réservation. Voilà, mais sur les locations de vacances, notamment locations de vacances pour les périodes d'été ou les vacances scolaires, globalement, ça fonctionne plutôt bien quand même. Hein. Voilà. Pour les campings, je crois pas. Hein. Ça, c'est possible de faire une annonce pour voilà, mais je suis pas sûr que ça soit très très efficace. Mais bon, ça peut se tenter hein, en tout cas, ça n'a pas coûté grand chose. Rien n'empêche de le tenter. Euh, j'ai concentré la vente événementielle, donc Verichic, voyage privé et Staycation fonctionnent un peu de la même manière avec la création de compte et le fait de proposer des offres euh, temporaires en fait du coup. Verichic est très adapté à l'hôtellerie du coup. On est sur quelque chose qui est assez intéressant au niveau comment dire, du fonctionnement. Ça a des très bons retours, en fait, du coup. Bon, c'est pas donné hein, complètement. On est quand même à 18% de commission sur le prix remisé. Et le prix remisé, on est en général sur du 30%. Alors, une petite astuce, c'est de proposer du service autour quand même, du coup. C'est-à-dire qu'on va pas être sur le prix de la chambre où on fait moins 30 et après on fait 18%. On va plutôt proposer une logique un peu forfaitisé, mais avec du service à l'intérieur pour augmenter le prix et in fine faire la remise. Donc, c'est le même principe sur voyage privé et le même principe sur Staycation. Voilà. Donc, c'est des sites qui fonctionnent bien et qui touchent une bonne part de clientèle française. Voilà. Voyage privé, historiquement, il envoyait plutôt les gens à l'étranger. Mais pareil, là, il se replie également aussi. Ça reste un gros opérateur. Il y a 12 millions d'abonnés à la newsletter. Donc, enfin, c'est un gros opérateur, quoi. Après, voilà, c'est pas les OTA les plus rentables. C'est-à-dire que vous allez peut-être regretter Booking, en fait, en termes de marge après, hein, sur certains. Donc, voilà, faut faire attention. Par contre, ils vont toucher une autre clientèle. Et il y a un moment, en fonction de son taux d'occupation, bah, tout dépend. Mais c'est des opérateurs, si vous les avez jamais envisagés, en tout cas, c'est peut-être le moment de les envisager. Voilà. Mais attention aux marges hein, quand même, hein, notamment sur voyage privé. Voilà. Mais après, c'est de la négo. Donc à vous de voir. Voilà. En tout cas, voyage privé ils rendent beaucoup d'offres toutes les semaines. Donc, même si vous avez une jauge à proposer qui n'est pas énorme, eux, ça peut quand même les intéresser comme tous les autres, hein, d'ailleurs. Hein. Voilà, j'ai pas mis les gros revendeurs où si on n'est pas une grosse résidence de 200 chambres, ça marche pas. Et c'est possible. Abracadaroom aussi très bien. Si vous avez de l'hébergement insolite, c'est fait pour vous. Et si vous avez de l'hébergement, c'est déjà normalement vous y êtes. Mais pour des hébergements très nature ou très romantiques en fait, du coup, donc, on pourrait avoir de l'hôtellerie de charme aussi. Elle trouve sa place sur Abracadaroom. Donc c'est une boîte française qui sont basées sur Avignon. Voilà, il y a une commission sur les ventes hein, évidemment, hein, mais ça reste un business intéressant, du coup, propre, je trouve, au niveau du travail qu'ils font. Et ça peut être intéressant à travailler. Voilà. Si vous êtes sur l'insolite, c'est clair que c'est le site sur lequel il faut être. Et puis, j'ai envie de dire, même si on n'a pas de l'insolite,
si on a de l'hôtellerie de charme romantique et qu'on peut justement forfaitiser aussi un petit week-end amoureux, ou voilà, ça va trouver sa place aussi sur Abracadabra. Et ils ont quand même des bons résultats. Voilà. Mister BNB, bah, ça peut être un positionnement, donc voilà, c'est distinctif. Pas obligé d'être gay pour mettre son annonce sur Mister BNB. Je tiens quand même à le préciser. Il faut juste être welcome, gay friendly, je sais pas comment on peut dire. Voilà. Ça a des bons taux de progression également. Ça, c'est une start-up. Alors, le site référence en fait de l'offre plus qu'il ne la distribue. Donc, on est plus sur une logique d'annuaire qu'une logique de vente. Emmène ton chien. Donc, ça référence vraiment les hébergements et les activités touristiques adaptées aux clients qui souhaitent venir avec leur chien. Voilà. Donc de plus en plus, les OTA travaillent aussi ça en critères de filtrage, c'est le cas sur Booking aussi notamment. C'est extrêmement intéressant à travailler ça quand on voit la taille du marché en fait. Moi, c'est un truc, pas trop de sensibilité avec les chiens ni les chats, j'avoue, j'ai pas trop. Voilà. Enfin, j'aime bien les animaux, mais j'en ai pas et j'ai pas cette problématique-là, si vous voulez. Donc, j'avais pas perçu la taille du marché. C'est assez impressionnant. Donc, c'est un créneau qui est vraiment très porteur. Je vous ai mis en aparté une étude des prédictions de voyage de Booking. Je ne sais plus combien il y en avait, 9 prédictions de voyage pour 2020. Il y avait en 5 le priorité aux animaux domestiques et une enquête qui avait été posée. Il disait 55% des propriétaires d'animaux domestiques affirment que leur animal est aussi important que leurs enfants, quand même. Donc on en est là. Voilà. Donc pour moi, les enfants sont plus importants personnellement. Mais après, voilà, c'est-à-dire qu'on a plus que la moitié quand même qui traitent à égalité. Donc voilà. Mathieu, on a aussi une question, pardonnez-moi, Oui, on a une question Google Business qui ouais, nous est posée par Myriam. Myriam. J'ai dû souscrire un contrat à Roomcloud pour que mon site puisse apparaître et générer des ventes en direct. Est-ce normal? Existe-t-il d'autres partenaires? Myriam. Alors, vous avez dû souscrire, c'est optionnel. Je pense vous parlez du comparateur de prix, en fait, du coup. Pour remonter votre canal de vente direct dans le comparateur de prix de Google. Et effectivement, ça se fait avec un partenaire de connectivité, en l'occurrence votre moteur de réservation Channel Manager, donc Roomcloud. Donc là, ça c'est tout à fait logique. Et suivant le modèle qu'ils utilisent, donc on en parlera un petit peu à la fin, on pourra même aller éventuellement sur un exemple précis, à la limite, celui d'Ariam, pourquoi pas. Il y a un modèle soit au coût par clic, donc on se rappelle au CPC, soit au coût à l'action, mais ça dépend du niveau de connectivité qu'a Roomcloud avec Google Hotel Ads. Donc Google Hotel Ads, c'est le programme qui permet de remonter votre canal de vente direct dans le comparateur de prix d'hôtel de Google, qui apparaît effectivement quand on tape votre nom dans votre fiche Google My Business, mais qui va apparaître sur une requête. Je ne sais pas où vous êtes, mais si vous êtes à Saint-Malo, on aurait Hôtel Saint-Malo, on a immédiatement le comparateur de prix de Google qui s'affiche. Et là, on peut effectivement jouer à armes égales avec les OTA en remontant son canal de vente direct par ce programme-là qui s'appelle Google Hotel Ads. Et on y accède par son fournisseur de technologie. Donc, j'ai envie de dire, ouais, c'est normal. Après, j'ai pas les conditions, mais c'est normal. Et c'est un très bon levier pour développer ses ventes en direct, effectivement. C'est même potentiellement, selon les enquêtes qu'on a, plus efficace que du lien sponsorisé, Google AdWords ou d'autres techniques publicitaires. Donc voilà, c'est un peu technique par contre, mais c'est vrai que c'est intéressant. Donc c'est sur votre Google My Business, certes, mais c'est aussi sur des requêtes plus larges. C'est là où c'est intéressant. Je tape Hôtel Strasbourg et je vais voir le comparateur d'hôtels qui s'affiche. Et là, je vais pouvoir me présenter moi. Enfin, je serai présenté au travers de ma fiche Google My Business et Google va dire sur Booking c'est à tel prix et en direct c'est à tel prix. Donc si on a une différenciation tarifaire visible dès ce type de requête-là dans le comparateur de prix de Google, alors oui, effectivement, ça augmente les ventes en direct, c'est clair. J'espère que mon propos est clair. Bon, grandgite.com, en fait, vous avez les liens, vous avez les taux de com, vous avez le prix de l'annonce, si c'est de l'annonce. Grandgite.com, vous apprécierez le design magnifique de ce site. C'est un peu catastrophique, on est honnête, mais par contre, c'est extrêmement efficace.
Si vous avez un gîte de grosse capacité, de grande capacité, donc c'est plus de 12 couchages, alors ce site-là ne référence que ça, et donc du coup, fait le job sur des requêtes gîte 12 personnes, gîte 15 personnes à tel endroit, et il est présent, il est positionné. Vous êtes dessus, et puis vous avez des gens qui arrivent comme ça, donc au prix de l'annonce, ça vaut le coup. Et puis sur toute la dimension aussi un petit peu éco-responsable. Donc on a, je vais pas être forcément hyper sympa, mais Book Different du coup qui fait un peu du greenwashing puisqu'en fait globalement il est c'est une marque blanche Booking.com en rajoutant une couche un peu light en fait d'un indice carbone du coup et qui va valoriser évidemment les démarches environnementales qui peuvent être faites par l'hôtel. Donc c'est une démarche volontaire de s'inscrire sur Book Different et après globalement c'est Booking qui est derrière et qui fait le job de la résa, hein, Booking.com. Donc bon, pourquoi pas, franchement pourquoi pas, mais après la promesse elle n'est pas non plus bon voilà, vendre de l'hébergement durable en faisant une marque blanche avec Booking et en rajoutant juste la petite couche verte. Bon, c'est pas c'est mieux que rien, mais c'est pas forcément un vrai travail de fond, alors qu'on a un site comme Va au Vert, par exemple, une start-up française qui se développe bien, hein, du coup, qui fait là pour le coup un vrai job de référencer avec une vraie charte l'offre éco-responsable. Voilà, ils ont pas mal de couverture médiatique parce qu'on est bien en tout cas dans une forme de réponse aux attentes clients. Et bah, ça vaut peut-être le coup effectivement de jouer le jeu avec ce type d'opérateur qui ont un modèle aussi complètement éthique en fait, hein, du coup, puisqu'ils prennent une commission de 13% sur les ventes, donc c'est quand même inférieur à la plupart des OTA, et en même temps, il faut bien qu'ils gagnent leur vie pour se développer, donc ils sont dans un rapport assez, je trouve, assez équitable. Enfin voilà, j'aime bien la démarche, j'avoue que et le site est très bien fait, et surtout la critérisation pour dire ça, c'est un établissement éco-responsable. Ben, oui, c'est un vrai truc, quoi. C'est pas voilà. Donc on a Youans qui est, qui est une agence de tour opérateur, oui, tour opérateur, qui référence des séjours, alors plutôt dans le monde entier, mais basé sur le développement durable et puis le côté rencontre avec les habitants, le côté éthique, durable, etc. Cool Camping aussi pour les campings, qui est un site à la base anglais, mais qui est intéressant, qui est très bien fait, donc qui peut aussi représenter une offre un peu de glamping, donc tout ce qui va être très proche de la nature, en fait, du coup, et éco-responsable. Et un lit au pré, je ne sais pas si vous connaissez, c'est pour les agriculteurs, en fait, à la base. Vous avez un terrain et eux arrivent avec les tentes, tout le, comment dire, tout l'équipement pour que vous puissiez proposer justement du glamping, quoi, entre guillemets, donc des tentes avec tout le confort sur une propriété agricole. C'est pensé comme ça. Voilà. Et évidemment, j'en oublie sans doute plein. Hein, voilà. Mais c'est intéressant en tout cas de se dire, ouais, je tente, j'y vais. C'est le moment ou jamais, quoi. Voilà. Mathieu, est-ce qu'on prend une question? Et je vais me permettre Oui, peut-être de la lire à voix haute parce que j'ai l'impression que voilà, je l'avais tous pas les vu. participants ne peuvent pas forcément suivre de manière équivalente, hein, les questions que nous, on a le plaisir d'avoir à l'écran. Donc, je vais me permettre de lire la dernière de Clarisse. Hein, le comparateur de prix de Google ne fait pas entrer les hôtels en concurrence avec les OTA sur leurs propres établissements? Euh, euh, enfin, si, c'est-à-dire que le comparateur de prix de Google permet, si on rentre dans le programme Google Hotel Ads, ce qui n'est pas gratuit, hein, j'insiste, de remonter au même niveau finalement sur sa fiche qui va présenter les tarifs sur Booking et sur Expedia, son canal de vente direct. Et donc, du coup, vous jouez à armes égales, on peut dire en concurrence si vous voulez. Enfin, moi, je dirais plutôt vous jouez à armes égales avec les OTA sur le comparateur de prix de Google avec votre tarif en direct. Et in fine, quand les gens cliquent sur votre tarif en direct, donc voir le tarif sur le site officiel, ça doit être marqué comme ça, ou sur le site de l'hôtel, ils basculent en fait sur les pages de votre moteur de réservation euh, pour finaliser la vente. Voilà. Donc, ça a un double effet. Ça permet de dire avant qu'il ne parte. C'est pour ça qu'en plus, il est en train de prendre vraiment le lead, le comparateur de prix de Google par rapport à Trivago ou Kayak,
ou même TripAdvisor, parce qu'en fait, il a un coup d'avance. C'est-à-dire que le premier niveau de réponse, il le donne directement sur la page de résultats de recherche d'une requête de type Hôtel Rennes ou Hôtel Saint-Malo, quoi. Et on a déjà le comparateur de prix qui affiche déjà des prix, qui affiche, voilà, et ça prend la plus grosse place. Et là, à ce moment-là, on peut voir à ce moment-là, sans même cliquer, que vous êtes moins cher en direct, et on peut déjà donner cette information-là, qu'il aille jusqu'au bout du process en passant par le comparateur de prix de Google, ce qui vous coûtera soit 10%, soit un coût au clic, soit qu'il finalement décide d'ouvrir un autre onglet et qu'il décide d'aller plutôt sur votre site pour faire une réservation en direct. Donc, non, ça joue. C'est un levier intéressant, quoi. Voilà, c'est un levier intéressant qui vous met effectivement en concurrence ou plutôt à armes égales avec les OTA sur le comparateur de prix de Google et voilà, sur votre fiche, quoi. Mais peut-être à la fin, si on prendrait 2 minutes et je ferai une requête Google et puis voilà, on le verra en vrai parce que du coup, ce sera peut-être euh, là, c'est peut-être abstrait, je sais pas. Enfin, pour moi, c'est clair, mais du coup, je suis pas sûr d'être clair dans mes propos, quoi. Euh, donc ça serait le levier pour moi, le troisième levier, qui serait de travailler sa visibilité sur Google et notamment sur le comparateur de prix de Google. Pour rééquilibrer son canal de vente direct par rapport aux OTA, voire pour développer concrètement ses ventes en direct, ce sera la même logique. Pour moi, l'élément le plus important va être le site web quand même au départ, la qualité de votre site web, la qualité de l'interface de vente, la qualité de la stratégie de prix et de conditions que vous mettez en avant. Et puis globalement, comment est présenté votre site, quoi, la tête qu'il a et est-ce qu'il véhicule vos valeurs, quoi, votre positionnement. Ça, c'est les points les plus importants. Et le deuxième, c'est la relation client. C'est-à-dire que c'est par ce biais-là qu'on va développer au maximum les ventes en direct. C'est peut-être même le premier d'ailleurs, mais le site web, il est important parce que même dans la relation client, il va jouer en fait. C'est-à-dire que le site web, c'est lui qui fait la vente en direct. C'est votre site internet. Donc, il y a le moteur de Reza, ok, certes. Donc, il faut qu'il soit ergonomique, bien foutu, etc. Il y a pas, ok. Et ils ont tous fait des progrès globalement. Il y en a quelques-uns qui restent moches, mais franchement, voilà. Reservit, ça fait le boulot. Avelpro, ça fait le boulot. Eloa, ça fait le boulot. Enfin voilà, il y a les moteurs de Reza. Franchement, il faudrait rentrer dans le détail là, c'est pas l'objet, mais voilà, le gros du boulot pour vous, il va être sur le site web et l'intégration effectivement de ce moteur de réservation là. Et après, c'est votre stratégie de prix et la mise en avant de vos conditions. C'est là où il faudra travailler. Mais voilà, si on fait de la relation client, on va pousser les gens à venir sur votre site internet. Donc c'est pour ça que je le mets aussi en premier, quoi, parce que c'est le point de départ. Et puis après, on verra la partie visibilité sur Google. Ça peut être du référencement naturel, donc c'est plutôt du travail. Ça ne va pas vous coûter en budget communication, ça va vous coûter en temps de travail, sauf si vous le sous-traitez. Et puis après, il y a l'achat de publicité, en tout cas de la mise en place de campagnes publicitaires, que ce soit sur Google Hotel Ads pour le comparateur de prix ou ailleurs, quoi. Voilà. Donc, avoir un site web qui valorise la réservation en ligne et le fait que les meilleurs tarifs sont là, en fait, sont chez vous, sont en direct. Meilleurs tarifs et meilleures conditions. C'est vraiment le couple des deux, hein, c'est très important. Donc, j'ai pris l'exemple d'un hôtel que j'aime beaucoup, là, c'est à Strasbourg, ça s'appelle le Boma Hotel. Donc, directement sur son site, j'ai raccourci un petit peu l'affichage pour que ça tienne bien, en fait, sur la page et que ce soit lisible. Vous voyez 10% réservé en direct, 10% là où ici, en fait, c'est l'accès au moteur de réservation se fait par là. Et en fait, ils ont directement intégré le code promo que tout le monde a, en fait, hein, sur le moteur de réservation qui déclenche automatiquement la remise de 10%. Si on enlève ce code promo, on va voir que les prix changent. Et donc, leur moteur de réservation est très bien foutu, en fait, hein. Donc, quand j'appuie sur réserver, là, ici, pour une date pour ce soir, je n'irai pas ce soir, hein, je suis trop loin là, de Strasbourg, mais j'aurais pu y aller en tout cas pour 110 euros. Et donc on est sur un 4 étoiles, hein, du coup, pour donner le niveau de gamme. Et donc je bascule sur le moteur de réservation. Et le moteur de réservation est assez, voilà, il est ergonomique, il est plutôt bien foutu. Et il y a un point qui est intéressant, et ça c'est important aussi à avoir en tête, c'est que
c'est important de proposer plusieurs niveaux de tarifs, et pas juste un seul, quoi. Quand on aura là, on a l'exclusivité à 10%, mais l'exclusivité à 10%, si vous ne mettez pas le prix plein tube, en fait, on ne peut pas vraiment voir le bénéfice. En fait. En tout cas, là, c'est clair, on voit le bénéfice, et avec ou sans le petit-déj. Il y a des fois, on se dit, mais alors pourquoi là, le meilleur tarif du jour, il inclut celui-là, il inclut pas le petit-déj, et du coup, il est plus cher que celui qui inclut le petit-déj. Bon, bah, on se dit, l'opportunité, elle est là. Ok, bon, c'est un peu grossier peut-être, on pourrait faire un peu plus fin. Mais globalement, la démarche, elle est bonne, c'est d'avoir 2, 3, 4 tarifs pour la même typologie de chambre afin de vraiment montrer quel est le meilleur tarif et que le tarif en direct, c'est celui-là et que celui-là, on le trouvera nulle part ailleurs. Voilà. Ça, c'est un point important qui est parfaitement bien intégré là pour cet hôtel-là, quoi. Et après, un truc qui compte aussi, c'est ce qu'on appelle l'UX ou le design ou l'ergonomie. C'est un peu le design et l'ergonomie, du coup, du moteur de réservation. C'est quand même extrêmement important. C'est-à-dire que quand vous voyez les abandons de panier et le niveau de subtilité qui fait qu'un client va au bout ou ne va pas au bout, bah oui, si c'est moche, déjà, il y en aura moins qui iront au bout, quoi. Si c'est pas pratique ou on comprend pas bien, il y a moins de personnes qui vont transformer. Donc, attention à ça, voilà, c'est important. Là, c'est plutôt du choix technologique parce que vous n'aurez pas la main pour dire moteur de réservation, je voudrais qu'à l'étape 2, il fasse comme ça ou il est telle tête. Non, ça, vous achetez un système qui va vous proposer certains designs, mais du coup, voilà, regardez bien ce point-là parce qu'il est important. Euh, L'autre point, c'est de pouvoir centrer sur l'expérience client. J'aime bien c'est une chambre d'hôte dans le Tarn, et du coup, on voit les cinq raisons de venir chez nous, quoi. Les 5 raisons de venir chez nous, donc on commence en fait avec, vous voyez pas l'intégralité du site, mais on arrive sur le site, on a la photo de la propriété avec le moteur de réservation en évidence dessous. Donc le gros header qui prend toute la page, voilà. Et juste dessous, en fait, on a ça. Donc c'est la deuxième information. Après, voilà la propriété et le moteur de réservation, vas-y réserve. Du coup, on a les 5 bonnes raisons de venir chez nous. Et quand on présente ça comme ça, en fait, on va présenter ses avantages concurrentiels, on va présenter son offre, mais on va le présenter sous l'angle du client. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus, vous allez beaucoup plus attirer l'attention en disant les 5 bonnes raisons de venir chez nous qu'en disant le jardin, la chambre, l'hôtel, la piscine. Voilà. Donc là, on va pouvoir dire les 5 bonnes raisons de venir chez nous, bah, c'est vous détendre dans la piscine. Donc en fait, on est centré sur le bénéfice client plus que sur la présentation de l'offre. Ça, c'est quand même un point très, très important. C'est hyper facile à faire, en fait, hein, mais c'est vraiment une logique différente. Et force est de constater quand même que sur la plupart des sites Internet, on reste sur le niveau de présentation de l'offre. Présenter l'offre, c'est bien, il faut présenter l'offre. Hein, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas le faire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment, pour accéder à cette offre-là, bah, si vous présentez, plutôt que de présenter votre offre juste avec le menu de navigation principal, vous présentez les 10 bonnes raisons de venir chez nous, vous allez, d'un point de vue éditorial, orienter le client sur les différentes parties de votre offre. Pourquoi venir chez nous? Pourquoi choisir ce type de chambre? Si vous mettez pourquoi choisir ce type de chambre, ça évitera de décrire juste les attributs de la chambre de façon très factuelle, en fait. Ça revient au même, au final. On va dire, on va parler de la même chose, mais on va pas en parler de la même manière. Enfin, j'espère que voilà, vous comprenez bien le propos. Mais ça, c'est beaucoup plus efficace, en fait. Donc, être plutôt centré sur une présentation de l'offre qui soit faite sur le bénéfice pour le client. Voilà. Plutôt que juste présenter l'offre de façon factuelle. Et puis, bah, positionnement. Et on véhicule son positionnement sur son site web par le choix des photos, notamment, principalement. Donc là, on arrive sur un site qui est un hôtel, en fait, un site d'hôtel à La Plagne, à Rocaria, en fait, hôtel, qui est un hôtel très clairement orienté aussi sur la clientèle famille. Donc, on n'a pas des caisses, hein, des hôtels qui assument vraiment ce positionnement-là famille. Et quand on voit le site de l'hôtel, bah, on comprend immédiatement. Quand on voit la déco d'une chambre, on comprend que là, on est sur la suite familiale et que oui, c'est aussi fait pour les enfants. Quand on voit les espaces de jeu intérieurs, voilà, on a compris que on serait les bienvenus et que les enfants, ils allaient s'éclater et qu'ils allaient passer un bon moment. Et c'est affirmé dès la page d'accueil. Voilà.
Ça, c'est un point très important. Alors, ça ne se joue pas que sur le site web, hein, c'est-à-dire que derrière, il y a la déco, il y a un gros travail qui a été fait aussi au niveau des services qui sont proposés, bien sûr. Mais on a parfois des sites touristiques qui vont proposer ce type de service, mais qui vont pas le valoriser, ils vont rester sur quelque chose de générique. En fait. Attention, c'est important de choisir un angle et de bien le mettre en avant. Voilà. Et donc, du coup, après, le deuxième point, c'est de travailler sa relation client. Donc là, je prends un exemple, du coup, qui est plutôt un exemple, là, c'est un peu volontaire, hein, mais le nom du site présenté. Alors, je sais pas, Karine, il faut me préciser. Vous aurez le support dans tous les cas, donc vous allez le retrouver, mais ça dépend. C'était fait à 15h15, donc ça devait être l'hôtel Araucaria, je pense, du coup. Voilà. Sinon, c'est le domaine du Buc pour la chambre d'hôte. Domaine du Buc dans le Tarn. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. Sur la relation client, il y a un point de départ, à mon avis, qui me semble important, c'est de travailler la relation client post-réservation. En gros, le client a réservé. À partir de ce moment-là, donc plutôt les réservations en direct, ça sera plus facile, parce qu'après, sinon, pour les réservations via les OTA, il faudra passer par leur service de messagerie interne. Tout ce que je vais dire là reste possible hein, avec une résa booking, mais c'est plus compliqué. C'est l'idée de dire le client, il a réservé chez moi, il va venir bientôt. C'est pas possible que la seule relation que j'ai avec lui, ce soit un email de confirmation de réservation. C'est pas professionnel, quoi. Si je veux, comment dire, travailler ma relation client, si je veux entretenir le lien avec lui, il faut que je commence dès le départ quand il a réservé, en fait, du coup. Et c'est là, en plus, qu'il est le plus réceptif, qu'il est le plus captif, quoi. Donc, on a un exemple qui va être fait de avant, pendant, après, en fait, avec des idées de relation pour un camping. Ce que je vais dire là peut être adapté, évidemment, pour une chambre d'hôte ou un hôtel. J'ai pris l'exemple du camping parce que je pense que c'est souvent les campings, c'est eux qui ont la fenêtre de réservation la plus grande entre le moment de la réservation et le moment de la consommation du séjour. On a des réservations qui tombent là en ce moment hein, pour le mois d'août, du coup, hein, c'est la norme, c'est logique et c'est habituel pour un camping. Un hôtel, la fenêtre de réservation est beaucoup plus resserrée. Donc, on peut le travailler peut-être un petit peu plus longuement en fait, au niveau d'un camping que d'un hôtel, mais ça marche aussi pour un hôtel. À J-5 de la date d'arrivée, alors il faudrait même en envisager un peu à J-, enfin, à M-2 par exemple, ou M-3, donc c'était 3 mois avant sa date d'arrivée, on pourrait en envisager un. En fait. Je suis parti directement à J-5, mais à J-5, ça veut dire que là, il commence vraiment enfin, c'est imminent, quoi, j'ai envie de dire, le départ. Donc, lui envoyer juste un petit mail pour lui dire qu'on l'attend avec impatience, qu'il peut déjà s'abonner et se mettre dans l'ambiance du camping ou de l'hôtel, hein, très honnêtement, ça a marché pareil, en s'abonnant à la page Facebook et à Instagram. Donc ça, c'est juste magique en fait, parce que du coup, les meilleures recettes pour développer une communauté, pour faire en sorte qu'en gros, ses clients soient abonnés à sa page Instagram ou Facebook, c'est exactement cette action-là qui est la plus efficace. Tout simplement parce qu'en fait, ils vont venir et là, ils sont intéressés à ce que vous pouvez dire, vous pouvez montrer sur votre page Facebook et votre compte Instagram. Donc, ils iront bien volontiers, j'ai envie de dire. Là, on a des taux de transformation sur les mails ouverts, presque des fois à 50% pour les campings. C'est juste dingue. Hein. Ça marche très, très bien. Donc ça, c'est un point important. On peut lui dire que on peut l'orienter sur une page du site où on va référencer les principaux événements de la destination. Donc là, il y a un lien avec l'agenda de son office de tourisme à travailler notamment. Si on a négocié aussi des bons plans dans les restos, avec les prestataires d'activités autour du camping, on peut lui présenter les bons plans qu'on a négociés pour lui. Voilà, on commence à le mettre dans un contexte de vacances. À J-1, on va lui dire bon voyage. Hein, voilà, on peut lui envoyer la playlist du camping hein, avec toute la musique qu'il va retrouver pendant le cours d'aquagym, par exemple, pour agrémenter son voyage, ou une musique un peu plus douce aussi, hein, c'est possible. Ou pas du tout de playlist hein, si on n'a pas d'inspiration, c'est pas très grave. Tout est optionnel, hein, évidemment.
Lui donner des détails importants pour pas qu'il se trompe de direction en arrivant, lui rappeler les horaires d'ouverture de la réception, lui indiquer un numéro de mobile en cas de problème de quelqu'un du camping pour voilà, qu'il puisse informer s'il a du retard, etc. Ça, c'est juste bienveillant en fait. Hein, point. On peut éventuellement lui rappeler les bons plans du camping si c'est juste un lien qui renvoie vers une page, par exemple. Et on peut, donc là, il est censé être arrivé, et à J+1 ou J+2 de sa date d'arrivée, tout dépend des durées de séjour moyennes, on va pouvoir lui envoyer un petit email ou même SMS, ça peut fonctionner aussi dans ce cas-là, pour lui dire qu'on espère que tout se passe bien et qu'il n'hésite surtout pas à venir vous voir s'il y a le moindre problème. Cette petite phrase-là, elle est extrêmement intéressante et extrêmement importante. On a des hôtels qui ont expérimenté ça avec un dispositif qui s'appelle Expérience Hôtel, qui automatise en fait toute cette relation avant, pendant, après, en lien avec le moteur de réservation et le channel manager. Ils ont analysé effectivement qu'à envoyer un SMS ou un email pendant le séjour du client, alors qu'il est là dans l'hôtel, et on se dit on peut lui parler aussi, juste pour lui dire que n'hésitez pas à venir nous voir s'il y a le moindre problème, etc., avait fait baisser de façon significative le nombre d'avis négatifs en fait sur TripAdvisor notamment et les avis clients, parce que en fait il y a un certain nombre de problèmes qui ont été résolus en fait de ce fait. Voilà. Donc c'est pas neutre. Hein. Lui rappeler aussi les services gratuits du camping qui peuvent être faits par son intermédiaire, donc c'est les fameux bons plans, on a négocié pour vous, etc. Si là, il y a des services en option, des massages, des choses comme ça en fait, qui peuvent être proposées, c'est à ce moment-là qu'on a le plus de chances de les vendre en règle générale. Et pas forcément au moment de la réservation du mobil-home ou de la chambre d'hôtel. Voilà. Donc ça, c'est un point intéressant, parce que l'upsale, ce qu'on appelle l'upsale en marketing, donc c'est la vente additionnelle, elle marche très très bien à ce moment-là. Un point aussi important, c'est l'informer du hashtag du camping. Bon, c'est optionnel aussi, mais ça peut être intéressant parce que on sait que les clients en séjour auront tendance à prendre des photos, notamment sur les réseaux sociaux, et à les envoyer sur les réseaux sociaux. Là, l'idée, si vous voulez tracer ces photos-là, ces contenus-là, pour potentiellement, éventuellement les réutiliser après dans votre communication et même aussi les repartager finalement sur les réseaux sociaux, il faut qu'il y ait un marqueur en fait. Donc il y a pas 36 possibilités. Soit il mentionne votre compte, soit il géolocalise, soit il met le hashtag. Voilà. Et en termes de communication, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est de rappeler le hashtag pour dire le hashtag du camping, c'est celui-là. Si vous partagez des bons moments, n'oubliez pas de mettre le hashtag en gros. Et on pourrait même aller jusqu'à le récompenser. C'est-à-dire, vous partagez des belles photos de notre camping sur les réseaux sociaux avec notre hashtag, on vous paye un Morito au bar, par exemple. Voilà. Ça fait un petit peu cher le hashtag, c'est possible, mais il faut pas perdre de vue que un abonné, enfin un client qui va faire ça sur Instagram, il va communiquer auprès de son réseau. C'est en moyenne, c'est 150, 200 amis derrière le compte, avec un niveau de crédibilité extrêmement fort, et il va valoriser votre prestation. Donc je sais pas, ça se trouve, ça vaut carrément le prix d'un Morito. Je sais, les bars sont fermés en ce moment, c'est difficile. Quand je parle de Morito, ça va être dur, je conçois. Mais ça va finir par s'arrêter. Et donc à J+2, donc celui-là est un peu plus habituel, c'est l'email qu'on va envoyer pour remercier le client d'être venu. On va lui proposer de faire un retour de son expérience sur TripAdvisor. On va lui éventuellement lui rappeler les avantages qu'il a à revenir ou à prescrire le camping si on a un problème de fidélité ou de parrainage. Pardon. Et du coup, on peut même aller jusqu'à, alors c'est un peu compliqué ça, mais je connais une prestataire d'activité qui le font, c'est lui envoyer quelques photos de son séjour en fait. Donc il s'agirait pour un camping, notamment un camping club, de dire au responsable d'animation, tu prends des photos, et tu les classes bien, et chaque client qui est venu cette semaine-là, on va envoyer la sélection de photos qu'on ne conservera pas pour des questions de propriété intellectuelle, etc., qui reste privée, évidemment, envoyée que aux clients du camping. Pourquoi pas? En tout cas, on marque des points quand on fait ça, ça c'est certain. Et si on rappelle
de faire un petit retour d'expérience sur TripAdvisor. On envoie des photos et après on demande un retour sur TripAdvisor. Vous voyez, il y a un petit côté un peu vicieux, mais un peu habile. Je te donne et tu me donnes. Voilà, ça peut fonctionner. Euh, Rappeler les avantages à revenir et à prescrire le camping, encore une fois, s'il y a des choses qui sont faites. Rappeler aussi qu'on dit plein de trucs cool sur les réseaux sociaux et qu'ils hésitent surtout pas à nous suivre. Donc, avant de venir et après de venir, on fait le lien aussi avec ces réseaux sociaux. Voilà. Ça paraît rien ou beaucoup, je sais pas, ça dépend. Enfin, à 80%, peut-être pas les photos, mais pour tout le reste, ça peut être automatisé par le PMS du camping, du coup, ou le système de réservation peut en gérer une partie en tout cas. Mais les PMS hôteliers ou les PMS de camping, donc les outils d'exploitation, le gèrent ça automatiquement. Il suffit juste de tout bien paramétrer. Ça change profondément, à mon avis, la nature de la relation après. Quand vous avez commencé à construire une relation comme ça, bienveillante, avec un vrai motif, c'est-à-dire des dates de séjour qui arrivent, il est en séjour et il est reparti. Donc, vous avez en plus, d'un point de vue RGPD, tout à fait le droit de le faire puisque c'est en lien avec la réservation. Après, ça sera mieux perçu si vous faites de l'email marketing, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un point important, je pense. Alors, il y a beaucoup de campings qui le font bien, ça, du coup. C'est pas exotique, ce que je dis. Il y en a quand même pas mal qui le font. Une idée aussi pour les hôtels et les chambres d'hôtes. Ça serait un programme de fidélité maison, entre guillemets, donc sans carte, l'anti-programme de fidélité accord, si vous voulez. Sans carte, sans points, sans inscription, sans rien. Voilà. Et utilisable par ses amis, c'est-à-dire qui favorise la prescription. C'est tout bête à faire. Imaginez, donc il vous faut juste un fichier client, si possible du coup. Alors, pour les toutes petites structures, on peut imaginer une gestion sur Excel. C'est pas le top, c'est pas idéal, mais bon. Pour les autres, sinon c'est le PMS qui est utilisé, qui gère très bien les fichiers clients. Faut trouver un nom à votre programme de fidélité. Et puis, vous proposez une remise à tous les nouveaux clients au check-in si vous êtes en post-paiement, enfin en réservation où le paiement se fait sur place, ou éventuellement du surclassement au check-in si la réservation est déjà payée, sous réserve de rentrer dans le programme de fidélité. Donc, en fait, rentrer dans le programme de fidélité, ça suppose juste de prendre l'email, le nom et éventuellement la date de naissance au cas où il y ait deux Michel Dupont, et ça permet de faire la différence. Et quand on a la date de naissance, on peut souhaiter l'anniversaire, ça paraît con, mais ça reste efficace quand même. Du coup, informer après le client à ce moment-là que s'il revient et qu'il réserve en direct, il a juste à donner son nom, enfin en tout cas, il a juste à faire une réservation en direct et il aura le même avantage tout le temps puisqu'il est maintenant dans le programme de fidélité. En fait, il est dans le fichier client, mais on appelle ça, le fichier client, on l'appelle le programme de fidélité. Et que du coup, on pourrait même lui proposer d'autres avantages après s'il revient, etc. Et que du coup, s'il envoie des amis, des collègues, ils auront juste à dire Michel Dupont, je viens de la part de Michel Dupont, on le connaît, il n'y a pas de problème, on déclenchera également le même avantage et on les rentrera eux aussi à leur tour dans le programme de fidélité. Voilà. C'est tout bête, c'est tout bête, mais c'est pas fait souvent quand même, malheureusement. Donc franchement, moi je trouve ça même plus sympathique qu'un programme de fidélité Accor, si vous voulez. Mais bon, j'ai rien contre Accor, mais je trouve que voilà, premier niveau à 5% de remise, ça fait un petit peu rare. Oui. Et c'est surtout le côté fastidieux de la carte, des points, enfin, vous avez, bref. Alors après, ça fonctionne, mais c'est souvent ce qui est montré en modèle dans l'hôtellerie. Je pense que non, il faudrait mieux faire ce genre de choses beaucoup plus souples et beaucoup plus friendly, quoi, en fait, du coup. Voilà. Donc ça, c'est assez facile à faire et ça peut aussi porter rapidement ses fruits. Autre point aussi, là, propre au contexte. Je vois l'heure qui tourne. Alors, laissez-moi encore 5 minutes. Je suis un petit peu en retard. Propre au contexte, du coup, c'est de relancer ses clients. Tous les clients, en fait, qui ont reporté leur séjour parce qu'ils l'avaient réservé pendant la période de confinement et qui l'ont reporté en 2020, qui l'ont consommé, mais après, et globalement, tous ceux que vous avez accueillis en 2020, ils vous ont permis de sauver d'une certaine manière une partie de la saison, une partie de votre activité. Et juste les appeler un par un, juste pour leur dire merci d'être venus parce que on est quand même en difficulté, ça nous a aidés.
je peux vous assurer que là, vous allez mettre des points, mais à un niveau très, très fort. Donc, on n'a pas toujours le numéro de téléphone en fonction de leur provenance. Au pire, on peut avoir l'email. Bon, après, si c'est une réservation Booking et que vous ne les avez pas fait rentrer dans le programme de fidélité précédent, bah, vous n'avez pas l'email, bah, tant pis, ça va être compliqué à faire. Mais au moins, tous les clients accueillis, et notamment les clients en direct, juste un petit coup de fil aux heures où vous pouvez les joindre, hein, du coup, juste pour ça. Ça dure 2 minutes, mais c'était juste, voilà, c'est l'hôtel, vous êtes venu tel moment. Bah, juste, on voulait vous remercier d'être venu parce que ça, voilà, ça nous a aidé. Et là, on a le temps de vous appeler, donc on le fait. Voilà. C'est pas un truc qu'on fera tous les ans, ça, hein, c'est sûr. Hein. Mais par contre, là, ça peut avoir beaucoup de poids, franchement. Et puis, bah, une pratique de base qui est de dire en priorité les clients, quoi. J'ai une offre, j'ai des bons plans, j'ai une nouvelle information sur ma structure, voilà, je communique en premier auprès d'eux et après je communique globalement à tout le monde. Voilà, c'est la base, ça, mais voilà. Voilà, et travailler aussi avec ses prescripteurs, travailler la relation prescripteur, bah, ça peut prendre différentes formes, hein, mais c'est des invitations. Si on a une saisonnalité, bah, on fait un lancement de saison, on fait une clôture de saison et on invite les gens qui habitent autour à venir boire un coup et à découvrir l'hôtel, la structure, etc. On leur permet aussi de venir, alors des gratuités peut-être pas, mais on leur fait des remises, quoi. T'es habitant, t'es un voisin, t'as besoin de te loger parce que t'as un dégât des eaux, parce que t'as tes parents qui viennent et tu leur laisses ton lit, parce que voilà, bon, et ben t'as un tarif, quoi. T'as un vrai tarif, quoi. Voilà. Mais ça, faut le faire savoir physiquement, localement, donc ça marche très très bien, ça. Hein. Euh, donc après, on peut diffuser aussi des codes promo en local. Les réseaux sociaux permettent ça, c'est-à-dire d'avoir comment dire, une, une communication qui n'ira pas plus loin que les codes postaux que vous avez mis, quoi. Hein. C'est possible sur des publications gratuites sur Facebook. On peut limiter l'audience de la publication. Et évidemment, c'est possible sur du payant. Tout est possible sur des publicités Facebook. On cible qui on veut. On va proposer des avantages et on va pouvoir éventuellement, même pour les professionnels du tourisme, autres, donc les prestataires touristiques, notamment un prestataire d'activité, ou autres hein, d'ailleurs, proposer de l'affiliation, c'est-à-dire que si vous amenez des clients, vous avez une rétribution de commission sur ce qu'ils vous apportent. Pourquoi pas? On peut aller jusque-là. Voilà. Et donc le dernier point, c'est de travailler son marketing de conquête. Donc, je vous ai juste mis des jolis graphiques. Hein. C'est DH qui a fait une étude du coup, et on voit bien, là, c'était les préoccupations j'ai vraiment du mal, du coup, de Myriam. On a ce qu'on appelle MetaSearch. Le MetaSearch, c'est les comparateurs de prix. C'est le fait de remonter son canal de vente direct dans les comparateurs de prix. Le search, bah, c'est Google AdWords, hein, c'est les liens sponsorisés. Le display, c'est plutôt le remarketing en fait. Vous savez, vous allez voir un site et puis vous retrouvez un visuel, une annonce comparable sur d'autres sites qui vous invite à poursuivre votre réservation. Ils sont plus sur du payant là, hein, du coup. Mais on voit bien que le MetaSearch dans la partie comparateur de prix, elle est plus rentable en fait en termes de performance. Enfin, c'est-à-dire que voilà, c'est ce qui génère le plus de ventes en direct, c'est travailler éventuellement avec les comparateurs de prix. Et en 2019, on voit bien que Google a largement pris la tête du nombre de clics en gros sur les moteurs sur les comparateurs de prix, pardon. Donc du coup, oui, c'est un levier qui est pertinent, voilà, qui peut être utilisé de façon pertinente. Et après, n'oubliez pas non plus de travailler ce qui est la base, à mon avis, aussi de la visibilité sur Google, c'est quand même le référencement naturel, même si effectivement les liens sponsorisés passent avant et le comparateur de prix passe avant, hein, sur une requête type Hôtel Saint-Malo, vous aurez Booking en premier en lien sponsorisé, vous aurez le comparateur de prix et après on aura les résultats naturels. Et les résultats naturels, si on fait hôtel avec suite familiale Saint-Malo, par exemple, on aura déjà un peu moins de concurrence. Et si on est bien présent là, bah, du coup, on pourra aussi capter une clientèle en direct, juste parce qu'on est bien référencé. Donc voilà. Et donc, bon, j'avais mis ça, c'est ça, mais on n'en a pas des masses. Donc, du coup, c'est l'idée pour travailler son référencement naturel. En tout cas, c'est l'idée de travailler du contenu éditorial, mais de le structurer en grappe, en fait. C'est-à-dire que je vais prendre juste un exemple. Vous voulez vous positionner votre page stratégique. On va dire que c'est le thème 1. Je ne sais pas si vous voyez ma petite flèche qui tourne quand je montre le thème 1. Le thème 1, c'est votre page qui présente la piscine et vous voulez être premier, enfin, en tout cas,
en première page de Google quand les gens tapent hôtel Saint-Malo avec piscine. Il va falloir optimiser cette page-là qui parle de votre piscine sur la combinaison de mots-clés hôtel à Saint-Malo avec piscine. OK, ça c'est le travail habituel d'optimisation des pages sur le référencement naturel. Le truc, c'est que si vous savez mettre à un niveau de navigation, en arborescence, en niveau 2 en fait, une page éditoriale qui parle de votre piscine sur les étapes de construction de votre piscine, par exemple. La thème 2, c'est les vendredis barbecue autour de la piscine de l'hôtel. Le thème 3, c'est la piscine, le paradis pour les enfants avec tous les services pour les enfants et les créneaux les créneaux horaires qui leur sont dédiés, enfin tout un contenu éditorial autour de l'utilisation de la piscine de l'hôtel pour les enfants. Et puis pareil pour les amoureux avec des créneaux aussi qui peuvent leur être dédiés par exemple. Et voilà. Donc vous aurez 1, 2, 3, 4 pages qui vont soutenir en fait, qui vont parler de votre piscine mais sous des angles éditoriaux un peu particuliers, qui vont en fait pousser en fait le référencement de votre page stratégique qui est qui est vraiment la présentation de votre hôtel et de sa piscine avec l'idée d'être premier quand les gens tapent hôtel Saint-Malo piscine. Bah, quelqu'un qui a juste une page, un autre hôtel qui a juste une page avec la piscine versus vous quand votre page avec la piscine, votre page optimisée sur la requête hôtel Saint-Malo avec piscine, plus tout le contenu dessous qui va pousser cette page-là. Alors là, oui, vous allez avoir beaucoup plus de chances d'être référencé. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le contenu en gras, voire même le cocon sémantique. C'est un truc très intéressant à travailler, surtout que ce contenu-là, il peut aussi vous servir beaucoup pour alimenter vos réseaux sociaux. Donc, il y a une vraie synergie entre tout ça. Et après, c'est des techniques du référencement. Il faudra avoir des liens externes qui pointent vers vos pages. Je vous laisse aller voir des ressources sur le référencement, il y en a plein. Mais ça, attention, c'est très, très efficace. Voilà, donc je voulais juste faire ce petit parallèle-là. Et après, 3 petits points, il y en a plein des leviers pour rééquilibrer et développer son canal de vente direct. On manquerait de temps si on devait tout faire, mais voilà, les avis clients sont extrêmement importants. Son référencement sur Google My Business, très important. L'analyse globale des avis clients aussi va vous donner plein de... il y a répondre aux avis clients et il y a analyser globalement ce que les gens disent de vous par le prisme des avis clients. C'est pas la même démarche. C'est très, très instructif à faire ça. Et du coup, vous allez pouvoir éventuellement repenser votre offre, enrichir l'expérience client. Il y a plein de choses à inventer aussi pour améliorer justement la proposition de valeur que vous faites. Ça va être, par exemple, on a un hôtel, par exemple, qui met à disposition dans ses chambres, les chambres sont assez grandes, des petites tentes assez jolies, en fait, avec un petit matelas pour que les enfants puissent dormir avec leurs parents. Et en fait, ils transforment une chambre en suite familiale, juste avec une petite tente comme ça, et ça coûte rien. C'est une super idée, en fait. Et ça fonctionne très, très bien. En plus, c'est facile à mettre en place. On le met, on l'enlève. Il y en a plein des idées comme ça. Voilà. Et puis voilà, les réseaux sociaux. Et évidemment, s'il y a des dispositifs aussi qui sont mis en place au niveau des destinations. Les destinations, on l'a vu cet été, elles ont eu un peu plus de poids en fait dans la recommandation, et notamment sur celles qui proposent de la vente en ligne. Elles ont augmenté aussi les chiffres d'affaires qu'elles ont pu faire en ligne. Donc pareil, c'est sûr, c'est pas Booking, on est d'accord, mais ça reste des leviers intéressants. Voilà. J'ai essayé de traiter le sujet rapidement. N'hésitez pas du coup si vous avez des questions. Je vous remercie en tout cas de votre attention et je reste là disponible du coup pour répondre à vos questions. Voilà. Eh bien, Mathieu, sincèrement, je vous remercie. L'intervention était passionnante. Vous nous avez permis là de prendre de la hauteur, d'acquérir beaucoup de points de repère, y compris avec des accroches très pratiques. Donc, vraiment, un grand merci. Alors, je vais surtout pas faire la synthèse de ce que vous avez dit, parce que je le dirais très mal, mais moi, je retiens un peu 4 idées forces quand même là dans vos messages. Hein. Effectivement, le fait de savoir se situer dans tout ce paysage, ça c'est essentiel, savoir qui on est et comment on analyse ses points forts, ses points faibles pour bien cibler, pardon, il y a du bruit en local, pour bien cibler effectivement par quel vecteur de communication ensuite on agit. Et donc, oser, quand on agit pour être visible sur le digital, oser se diversifier. Vous nous avez emmené découvrir des profils plus premium, des profils groupes, des profils maître de son chien, par exemple. Donc, voilà, on a plein de repères concrets grâce à la découverte que vous nous avez permise et du coup, oser faire, hein, oser franchir le cap en évaluant, en se tenant bien informé de ces nouveautés qui n'arrêtent pas de sortir
sortir. Donc, c'est un peu la deuxième idée force que je retiens. Je crois aussi que vous nous avez amené à réfléchir avec simplicité, donc de l'importance de son site web. Ça, c'est vraiment un message fort que je pense on peut permettre à chacun de retenir. C'est un peu la première pierre, c'est ce sans quoi il se passe rien ou pas grand-chose par le web, en le centrant bien sur le bénéfice client. Il y a un tas de mots-clés comme ça qui vont nous rester. On va repenser à Mathieu derrière. Et puis, voilà, à la fin, vous nous amenez finalement vers cette simplicité humaine, ce lien, cette relation, en nous rappelant des gestes, j'allais dire, de base, de courtoisie, d'accueil, mais au final, c'est ça le tourisme, et vous en parlez tellement bien. Du Morito, on a comment dire, une personne qui nous suit qui a surfé avec le chouchen au passage, et puis voilà, on voit bien le lancement de la saison, le petit mot. C'est un peu plus vif, hein, le chouchen de mémoire, hein, je crois. Hein, du coup. Morito, il est coupé quand même. Hein. Il y a du rhum, t'es vif aussi, mais voilà, mais très bien le chouchen, bien sûr. Comme ça, il y en a pour tous les goûts. Voilà, et puis le savoir dire merci dans cette période tout à fait particulière. En effet, les gens, de gré ou de force, ont un petit peu plus de temps parmi nos professionnels. Et quand on le consacre au client pour lui renvoyer effectivement le poids que ça a, enfin, je pense que vous en parlez très, très bien. Et ça, non, en plus, on a des retours de camping. Moi, je connais des campings qui ont fait ça, qui ont passé vraiment tous les soirs. Ils passaient, en plus, il y avait une liste à rappeler. Alors, c'était dans le premier confinement, du coup, mais notamment pour savoir si les gens annulaient ou n'annulaient pas, etc. Ils ont appelé tous un par un, quoi. Et en fait, il y a très peu qui ont annulé, en fait, quand on faisait une démarche comme ça, humaine. Donc, c'est ça. Voilà. Je pense que, voilà, on est habitué à avoir un coup de fil où on cherche à nous vendre une assurance. Là, il y a quelqu'un qui appelle et qui vous dit juste, merci d'être venu, quoi. Voilà. C'est touchant, en fait, je pense, du coup. Donc, forcément, ça marque. Et voilà, je pense que ça peut. On le fait aussi pour des raisons de marketing quelque part, donc c'est un peu voilà. Mais quand on est bienveillant, généralement en relation client, sans forcément chercher à vendre, du coup juste de la bienveillance, ça finit toujours par transformer correctement en principe. Ouais. En tout cas, merci d'avoir replacé ces valeurs humaines au cœur de ce sujet qui pouvait apparaître un petit peu plus technique a priori. On voit bien au contraire que c'est ça qui fait la différence. Oui, c'est le bon usage du digital et des outils, quoi. Il y a pas forcément. Enfin, voilà, il y a des choses à connaître. C'est très technique sur certains aspects. Les comparateurs de prix dont on a parlé, je suis pas spécialement rentré dans le détail, mais c'est de la technologie là pure et dure. Mais après, voilà, ça met en valeur votre prix en direct dans un environnement qui est normalement dominé par les OTA. Une fois qu'on comprend ça, on peut voir le bénéfice de le faire. Après, concrètement, pour le faire, bon, effectivement, faut se rapprocher de son fournisseur de technologie, donc son moteur de réservation, Channel Manager. C'est lui qui se connecte, hein, donc c'est lui qui vous dira et généralement, ils savent vous accompagner là-dessus, quoi. Merci encore. Alors Mathieu, j'ai encore 2 ou 3 petits messages à passer au public qui nous a suivis ce matin. Avant de le faire, je voudrais prendre le temps de dire merci à toute l'équipe de l'Agence de développement touristique qui a été à la manœuvre derrière l'intervention de Mathieu et toute cette matinée, et puis aussi sur tout le cycle à venir. Sans cette équipe, rien n'aurait été possible. Leur engagement est réel, et donc un grand merci à toutes les personnes en coulisses et qui ne sont pas connectées ce matin. Et puis du coup, pour vous tous qui nous avez suivis avec attention et en intervenant, qui plus est, avec vos questions tout au long de cette matinée, donc bien évidemment, c'est vers vous que le plus grand de mes merci se tourne. J'espère surtout que voilà, le propos, l'échange, l'interaction de la matinée vous aura enrichi, vous aura apporté. Vous avez pris le temps d'ailleurs de souligner en direct auprès de Mathieu par quelques merci. Ouais, merci beaucoup pour vos messages. J'en profite du coup. Roselyne, pardon. C'est normal. Merci beaucoup. Et justement, on voudrait vous permettre, à vous qui nous avez suivis, de pouvoir plus, comment dire, dans le détail, nous apporter la connaissance de ce que vous en aurez pensé, de manière à ce qu'on puisse identifier vos zones de satisfaction, identifier nos zones d'amélioration, parce que, on l'a dit en début de matinée, on est sur un cycle. Hein. On a eu aujourd'hui avec Mathieu cette première intervention. Donc, bien entendu, il y a toute une part du questionnaire qui portera là-dessus. Et puis, vous le verrez, dans l'enquête que vous allez recevoir, vous aurez la possibilité de manifester potentiellement des besoins
plus précis, plus complet, d'un accompagnement. Donc, n'hésitez pas, il y a une rubrique pour ça, manifestez-le nous dans ce cadre-là. L'équipe regardera de très près vos besoins, on recontactera Mathieu et on regardera ensemble la meilleure manière de répondre à ces attentes. On en parlait il y a 2-3 jours et on se disait que peut-être on pourrait constituer des petits groupes homogènes autour de fils de préoccupation qui pourraient vous réunir les uns les autres. En tout cas, on bâtira la formule la plus appropriée au recueil de vos besoins. Donc, cette enquête, ne la loupez pas parce qu'elle est pour vous la prolongation potentielle, en tout cas, d'un service auprès de vos besoins. C'est vraiment ça l'esprit de ces confs actives. Donc, vous allez recevoir ça rapidement. Et au passage, parce qu'il y a eu plusieurs questions autour de cela, donc c'est à travers ce lien que vous aurez accès à tout le replay. Vous pourrez repasser les images et vous aurez du coup le support qui a été utilisé par Mathieu Vado à travers le replay sans aucune difficulté. Contactez-nous, bien sûr, s'il y avait besoin d'autres informations complémentaires. J'ai envie de dire, si la matinée vous a plu, allez, Mathieu nous y invite, faites fonctionner le bouche à oreille. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Dites que voilà, ces conférences peuvent apporter et ce qu'elles peuvent apporter parce que nous avons un rendez-vous dans une semaine, pile le 11 février prochain. C'est l'une de vos consoeurs, Mathieu, qui intervient, Ingrid, alors j'espère que j'écorche pas son nom, Ingrid Wild. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça, ouf, qui va nous parler de stratégie de prix pour la reprise. Donc, on est un peu dans la continuité de votre… Ouais, Ingrid, elle travaille vraiment voilà, cette partie-là sur le prix. Ouais, elle accompagne des structures hôtelières, des campings aussi dans dans ce qu'on appelle le yield management, qui est la stratégie de prix, en fait, la gestion des prix, mais avec une approche très… elle vulgarise très, très bien les choses. Donc, du coup, ça permet, même qu'on n'a pas une grosse culture, du coup, de se dire, OK, ouais, je vois ce que je peux améliorer, quoi. Parce que c'est un point important, c'est là où il y a les marges, en fait, du coup, quand même, quelque part. Donc, ça va avec la distribution. La distribution, elle s'appuie sur une stratégie de prix. Et du coup, des fois, c'est dommage parce que sur des structures hôtelières, parfois, c'est dommage. En tout cas, on peut gagner à la fin de l'année le fait d'avoir bien ajusté. Ça fait une différence notable quand même sur le chiffre d'affaires potentiellement. Donc, c'est vrai que c'est pas tout à fait un détail. Voilà. Donc, certains participants nous l'ont mis dans le question-réponse. Ils se sont déjà inscrits pour le 11. N'hésitons pas, on l'entend à travers la précision de Mathieu, c'est un peu deux conférences liées. Merci à tous les participants, parce que je vois les messages qui fusent de remerciements vers Mathieu. Donc, merci à tous. Et puis, avec l'équipe, on espère vous avoir contribué à l'expression de ces quelques bonnes idées. Merci beaucoup merci et à puis vous. bonne continuation. Ouais, merci pour vos messages et à bientôt.